On a à portée de main absolument toute la connaissance du monde, ça je reviens toujours pas. Il y a eu une très très longue période de ma vie où j'avais beaucoup plus d'argent en crypto que sur mon compte. Est-ce que ça t'intéresserait de finir tes jours, ta vie sur Mars ou sur la Lune ? Moi, c'est le moment de monter un parti politique, quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut placer ses pions. C'est vrai que je pense que les gens percutent pas à quel point je me suis formé en même temps que j'ai formé les gens. C'est abominable. Tu es une ordure capitaliste. Mais non, il faut pas le cancel, ce brave homme. Bienvenue à tous dans ce 11e épisode du podcast Entre deux. Je me suis rendu compte d'ailleurs entre le tournage du 10e et du 11e épisode qu'on n'avait pas vraiment célébré le 10e épisode. On n'a pas dit au début de podcast le 10e épisode, jalon important et tout. C'est vrai que c'est pas un jalon super important. Je pense qu'on célébrera plutôt le 20e épisode. Mais du coup, voilà, le 20e épisode, j'ai des petites idées de trucs qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait mettre dans le podcast. Je te partage ça plus tard, ça va être sympa. Avec plaisir. Mais là, du coup, on est au 11e épisode. Comment vas-tu, Louis ? Moi, ça va bien. Un peu fatigué, un peu stressé, un peu dans le rush. Et ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, non, mais ça j'ai pas de doute. C'est juste toi et moi. Juste avant que je t'explique pourquoi je suis un peu dans le rush, pourquoi je suis un peu fatigué, pourquoi tout ça, il faut que vous laissiez un commentaire sur ce podcast. Premièrement, il faut que vous laissiez un commentaire. Et deuxièmement, il faut qu'il pose des questions. Est-ce que cette semaine, on a des questions, Alexis, à traiter ? Non, on n'a pas de questions. Vous faites des commentaires et tout, enfin vous réagissez, c'est super cool. Par contre, effectivement, on n'a plus de questions. Donc, si on n'a pas de questions, on n'a pas de questions. C'est pas très grave. Hein. Vous voyez bien que nous, quand on est en roue libre, on peut faire 3 heures de podcast sans questions. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on réagisse à l'actualité, ou vous avez des questions précises sur des points précis, ou même un peu moins précis, des questions business et tout, enfin, faut pas hésiter. Sur YouTube principalement. Vous laissez un petit commentaire sous une vidéo YouTube et on prendra vos commentaires. Il y en a eu pendant plusieurs épisodes d'affilée. Et là, pour cet épisode, il n'y en a pas. Donc du coup, on va faire ça. Tout à fait. Si vous voulez qu'on s'écharpe sur le Brexit ou sur le Frexit, ou si vous voulez qu'on manque de respect à de braves travailleurs, n'hésitez pas à nous poser tout type de questions, bien entendu. On sera pareil à y répondre. Alexis nous donnera un avis tranchant et cinglant. Et moi, je resterai plutôt mesuré comme à mon habitude. Sur ces belles paroles. J'ai une petite recommandation juste par rapport au podcast. Je me suis fait une remarque, je peux te la partager rapidement là aussi en début de podcast. J'ai l'idée d'une nouvelle section qui n'est pas particulièrement originale, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas original, mais si tout le monde le fait, c'est sans doute que c'est une bonne idée. C'est tout simplement une section de recommandations. Je t'avoue que moi, souvent entre les épisodes, j'ai envie de dire aux gens, je vous recommande telle vidéo, tel bouquin, tel article de blog, telle ressource. Et en fait, on n'a pas une section qui est dédiée à ça et c'est une section qui est très pratique. Orientée action, je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne idée. Je vais commencer à avoir des trucs un peu à préparer parce que je pense que pour recommander des trucs spontanément, je suis assez nul. Ou alors ça va être des trucs super bateaux. Mais un truc que tu as regardé dans la semaine qui était intéressant, moi c'est ça que j'ai en tête. Parce que évidemment, j'ai des trucs en tête, mais c'est parce que j'ai regardé des trucs dans la semaine et... c'est tout. J'oublie. Ah si, si, hier j'ai regardé un film génial. Mais tout le monde. Ah oui, non, mais ça va être très large, hein, je vous le dis. Ah, mais très bien, ça peut. Mais on fait ça à la fin plutôt peut-être, ou au début. Ouais, on fait ça à la fin. Ouais, mais je te donne un exemple simple. Est-ce que tu as regardé l'interview de Vladimir Poutine ? Non, j'ai pas pris le temps. Imaginons que tu regardes ça, tu peux juste dire. C'est vrai. Voilà, c'est juste, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas forcément des grandes leçons business à en tirer du contenu qu'on regarde. Mais... Absolument. Ok, mais on se met ça à la fin. Alors par contre, il va falloir anticiper, quoi, parce que du coup, embouteillage à la fin, quoi. Oui, c'est vrai. C'est à qui l'idée de business ? C'est à mon tour. C'est à mon tour et je n'ai rien. J'ai rien. J'ai 1h30 pour trouver une idée. On va mettre en commun. On va y arriver. T'inquiète pas, on va trouver un truc. Oui, j'ai pas de doute. Non, si, en fait, je suis bête. J'ai pensé à un truc dans la semaine, ça y est, j'ai. Mais j'ai quelque chose à t'annoncer, Alexis. Oui. Que j'ai failli t'annoncer juste avant, et après, je me suis dit non, je vais lui dire pendant le podcast, ce sera plus marrant. Tu sais que là, on est en plein. Là, on est précisément en des préparatifs de notre déménagement à Dubaï. Ouais. Et le plus gros point noir, si je puis dire, la plus grosse question, ce qui restait le plus en suspens et ce qui aurait pu même à un moment ou à un autre nous empêcher de déménager, c'est mon chien qui ne peut pas voyager sur les compagnies traditionnelles. Donc on a cherché des agences, notamment quand on était ensemble à Dubaï, on est allé chez un vétérinaire qui m'a donné un contact. Et je ne sais même pas si je t'avais dit, mais en fait, par pur hasard, la veille, moi j'avais contacté le top 1 quand tu tapes Pet Relocator sur Google,
Et c'est la personne que m'avait recommandé la vétérinaire le lendemain. C'est le hasard. Hein. Et en fait, il s'est avéré que cette personne est extrêmement sympathique. Elle s'appelle Yasmine. Elle semble faire du très bon boulot jusqu'à maintenant. Elle m'a envoyé un magnifique devis qui est dans nos prix vendredi matin. Le seul tout petit point qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est qu'il faut absolument bouger avant qu'il fasse 27 degrés. Il ne peut pas faire 27 degrés à l'atterrissage. Ok, oui. Il ne faut pas qu'il fasse 27 degrés à l'atterrissage parce que le chien va potentiellement rester un peu sur le tarmac et tout. Et donc en gros, s'il fait trop chaud, ça peut être dangereux. Donc en fait, ils ont pris des marges de marge. C'est-à-dire que 27 degrés, c'est déjà une marge. C'est-à-dire que s'il faisait 27 degrés, il lui arriverait rien, même 28, même 29. Et du coup, Yasmine, elle a pris une marge de la marge de la marge. Donc elle a pris une date où il fera au maximum du maximum 27 degrés dans la journée. Et nous, on arrive à 23h. Et cette date, mon cher Alexis, c'est le 27 mars. Vous partez beaucoup plus tôt. Eh oui, on part le 27 mars. Alors, mais ça change tout. Il y a plein de trucs là, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête du coup. Ah ouais, bah vas-y. Bah non, mais qu'il faudra gérer en dehors du podcast aussi. Je vois... Oui, non, mais je pense par exemple à nos business respectifs. Je pense aussi à la rencontre en fait qu'on voulait faire avec des gens. Il y a plein de trucs qui sont un peu en dehors du podcast, quoi, qui seront pas super intéressants pour les gens à discuter maintenant. La rencontre en dehors du podcast. Effectivement, j'avais pas pensé. Oui, je viens de me rappeler du truc dont tu parles. Effectivement, ça, j'avais pas pensé. Ok. Après, pour le reste... Après, je vais pas ennuyer les gens avec nos histoires trop personnelles. On verra ça en dehors. Mais oui, ok, d'accord. On va juste rester sur l'aspect positif de ça. On parlera des détails après. Mais non, mais c'est une bonne nouvelle, j'imagine. Je sais même pas en fait pour vous à quel point c'est une bonne nouvelle ou pas. J'ai l'impression que c'est précipité. Sur le moment, c'était pas une bonne nouvelle. Sur le moment, c'était un peu, c'était très stressant. C'est un peu rapide. Parce que c'était un peu rapide. On se disait qu'on allait avoir beaucoup de choses à faire et tout. Et au final, du coup, on a juste fait des listes, anticipé. J'ai envoyé une petite promo sur ma formation pour faire rentrer du cash direct. J'ai vu passer, t'as fait une augmentation de. Ouais, ça c'était prévu. Du coup, avant de le faire, t'as effectivement. Ouais. J'ai vu comme ça aussi. J'ai vu que tu l'avais fait quelques jours avant en plus. Ouais, je l'ai fait effectivement sur la formation carrément. C'est une bonne chose à faire. Une promo pour une promo en général, c'est souvent peu justifié. C'est toujours bien de le faire à une occasion spéciale. Si tu sais que tu vas faire une augmentation, il faut toujours faire un geste avant. Ça intéresse vraiment les gens à ce moment-là, c'est le bon moment. Mais ouais, effectivement. Ah oui, donc ça, t'as fait ça notamment parce que tu voulais faire rentrer de la trésor maintenant. Ouais. Le voyage et tout. En fait, je savais que je le ferais à un moment ou à un autre, doubler le prix, enfin pas doubler, c'est c'est presque x2, x1,75 sur le prix de la formation, mais je savais pas quand. Et en fait là, du coup, ça a accéléré. Je me suis dit autant le faire maintenant, parce qu'on est déjà en train de travailler sur une autre qui sort début mars. Donc je me suis dit ça fait un temps entre les deux, quoi. C'est mieux comme ça. Et au final, le tout va nous coûter plus cher que prévu, notamment parce qu'on a augmenté nos standings pour l'appart. On s'est dit qu'il nous fallait vraiment un espace pour faire un studio et tout. Donc, mais vous avez déjà trouvé quelque chose ? On n'a pas trouvé... Alors, on a contacté personne, mais on a déjà fait une liste des tours dans lesquels on veut être, et il y a beaucoup d'apparts qui sont dispo. Donc ça, c'est cool. Et globalement, voilà. Sur le moment, c'était pas forcément une bonne nouvelle, plein de trucs à faire et tout. Mais là, au final, ça fait quelques jours, on s'est fait à l'idée, on l'a dit à nos familles aussi. Et ça va être sport, mais ça va être très bien. Ok, écoute, félicitations. Je suis pas sûr que ce soit la bonne réaction. J'en sais rien, pas sûr, mais je prends. Ce qui devait arriver va arriver, et c'est cool. Écoute, ça vous permet de vous jeter dans le bain. Là, normalement, vous aviez plusieurs mois pour vous préparer mentalement et tout. Là, vous avez plus le temps, faut y aller, quoi. Ouais. Mais finalement. C'est juste une étape et c'est presque une petite étape par rapport à ces prochaines années. C'est pas grand chose, ça va aller, c'est sûr. Et puis en fait, au fond, c'est que du kiff normalement pour vous après. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc ça va être cool. C'est ce que je me dis. Vous allez être vachement plus loin. Je pense que ça va pas changer grand chose pour les podcasts, ça c'est sûr, on en a déjà parlé.
Par contre, à mon avis, effectivement, on va moins se voir dès le mois de mars, parce qu'on se voit en mars. Bah oui, on se voit en mars 2 fois. On se voit une fois. On se voit une fois pour regarder un combat et on se voit une fois pour un anniversaire. Exactement. Bon, on va garder tous les trucs très perso. Oui, bien sûr. Je suis vraiment pas sûr que ça intéresse beaucoup les gens. Mais un combat parce qu'on regarde tous les deux. Tu regardes aussi un petit peu. Ouais, alors, on regarde. Non, c'est la deuxième fois que je vais regarder un match de MMA de ma vie. Mais ça m'intéresse effectivement. Toi, tu regardais déjà du MMA depuis un moment. Je t'ai demandé 2-3 conseils et tu m'as pris par la main. Tu m'as dit fais ci, fais ça. Regarde telle chaîne. Ici, c'est intéressant. Telle ligue, tel combattant. Et là, du coup, effectivement, on va se retrouver ensemble pour regarder un match de MMA en mars. Qui sera le match. C'est lequel ? C'est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier, Ouais, ok. Tout à fait. Ça va être cool. Ouais, bien que je ne te cache pas que, a priori, quand on viendra vous voir pour venir voir un match de MMA, dans le même temps, faudra gérer le support client de Copilost. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont, tu vois, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais c'est ça qui est bon. C'est parce qu'on sait pas comment les choses vont se passer. Exactement comme vous, tu vois, avec Dubaï. Et voilà, vous saviez pas, boum. Et voilà, ça se passe comme ça. Exactement. Des trucs d'entrepreneur, quoi. Ok, sacrée nouvelle en tout cas. Ouais, sacrée nouvelle. Et ça m'emmène sur une question un peu plus large, une question business, gestion, vie perso en même temps, un peu croisée. On entend un peu partout que, on entend ça et là, on va dire que il faudrait dépenser seulement un certain pourcentage de ce qu'on gagne. Exemple, on entend souvent 20%, 30%, 50%. Qu'est-ce que toi tu penses de ça ? Est-ce que c'est quelque chose que toi tu t'appliques ou pas du tout ? Hors hébergeur évidemment, parce que ça c'est réinvestir, c'est pas dépenser. Et qu'est-ce que t'en penses de ce truc de 20%, 30%? Et si on prend des chiffres concrets avec des exemples et tout, qu'est-ce que ça peut donner? En fait, je trouve que c'est hyper intéressant sur le papier. Le problème, c'est que du coup, je ne l'ai pas fait pendant toutes ces années. Et du coup, en fait, il y a déjà une grande frustration à l'idée de commencer maintenant, alors que mon aventure, elle a commencé il y a des années en arrière. Et c'est vrai que quand tu es dans le chaos de l'entrepreneuriat du moment et tu as plein de trucs à faire, tu réfléchis pas trop, ou tu es en mode survie, tu gagnes pas assez d'argent. Quand tu commences à gagner assez d'argent, je sais pas, il y a soudainement, tu fais tes premières grosses dépenses pour un voyage ou pour un truc et tout. Du coup, tu respectes pas vraiment ces règles-là. Moi, je les ai jamais respectées. Et du coup, j'en pense le plus grand bien pour ceux qui prennent soin de le faire. J'ai l'impression que c'est un truc, je sais pas, c'est peut-être ce mauvais côté perfectionniste qui va ressortir, mais j'ai eu l'impression d'être passé à côté de l'opportunité de faire ça. C'est complètement con comme réaction. Ouais, je vois, en fait, j'ai l'impression qu'il fallait que je commence dès le début, tu vois. J'avais trop envie vraiment dès le début de me dire, des fois j'écoute certains parcours d'entrepreneurs, ils disent vraiment, dès le premier euro gagné sur Internet, j'ai tout de suite mis 10% de côté ou 15%. J'ai fait des calculs, j'avais des applications avec mes petits camemberts pour déterminer le pourcentage qu'elle est dans mes courses, le pourcentage qu'elle est dans mon loyer, tous ces trucs-là. Et je trouve que c'est très ludique. Mais je trouve que c'est marrant à faire. Mais j'ai l'impression que c'est marrant à faire si c'est les règles du jeu dès le départ. Et on dirait que moi, j'ai joué à un autre jeu, j'ai juste pas respecté ces règles-là, j'ai pas fait ce truc-là. Et j'ai l'impression de faire les choses même pas qu'à moitié. Enfin, juste, genre, j'arrive, moi, 5, 6, 7 ans plus tard, et d'un seul coup, je commence à faire ça. J'ai l'impression de rater quelque chose, tu vois. Donc, c'est bidon ce que je dis. Hein. C'est sûr que je peux toujours me mettre à le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Après, moi, dans mon cas de figure aujourd'hui, c'est comme tu l'as dit très bien, j'ai vraiment besoin d'une grosse réserve de cash pour un certain nombre d'événements dans la vie. D'abord et avant tout, Copilost, effectivement. Ensuite, mettre de côté aussi pour un mariage, par exemple. Et il y a 2-3 trucs comme ça. Ce qui fait que ma répartition, elle est assez simple. C'est cash, en grande partie aujourd'hui. Parce que j'ai ces trucs-là qui arrivent. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire une répartition, un truc bien avec des outils notamment de suivi de tout ce qui va être investissement. À un moment, j'ai essayé de faire un truc vraiment propre. Et finalement, j'ai jamais rien fait de propre du tout. Ma répartition de mon argent n'a aucun sens. J'ai pas mal d'argent dans les cryptos, on sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est vraiment ça, rien n'a aucun sens. Donc, la réponse est non, je le fais pas. Mais oui, c'est une très bonne idée. Louis, est-ce que tu le fais, toi, de ton côté? Est-ce que tu es sérieux? Moi, je l'ai fait pour les investissements. Je l'ai toujours fait pour les investissements. Parce que au niveau investissement, moi, j'ai toujours fonctionné par cible. Ce que j'entends par cible, c'est que, par exemple, à un moment, je me suis dit, OK, je mets 10 000 dans les cryptos.
Une fois que j'étais à 10 000, je me suis arrêté. J'ai un peu profité de mes sous. Ensuite, je me suis dit, ok, finalement, on va aller à 20 000. Puis ensuite, on est monté à 20 000, etc. Mais donc, je l'ai fait par cible et à ce moment-là, effectivement, je le faisais par répartition. J'ai fait le truc du camembert sur la feuille avec le stylo, j'ai fait les traits et tout. Ça, et toi, t'étais vraiment all-in sur les cryptos à la base? Ah oui, all-in. Hein. Moi, c'est mon seul investissement. Donc, ok. Et il y a eu une très très longue période de ma vie où j'avais beaucoup plus d'argent en crypto que sur mon compte. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais écouté les mecs qui disent il faut mettre 5% dans les cryptos parce que c'est risqué de tout ce qu'on investit et tout. Moi, ça a toujours été 100% de mon investissement. Et pour l'instant, avec le plus grand des plaisirs, parce que j'ai une confiance assez inébranlable en les cryptos, en tout cas à court et moyen terme. Du coup, je le faisais pour l'investissement. Je le fais toujours pour les dépenses du mois. C'est-à-dire que à chaque début de mois, je mets de l'argent de côté. Je mets sur un compte ce que je vais dépenser dans le mois pour la vie courante, loyer, tous les abonnements, la bouffe, etc. Et le reste, ça part sur un compte à côté. Mais du coup, moi, ça fonctionne pas en pourcentage non plus. Moi, ça fonctionne en chiffres, en montant. Par exemple, je mets 2500 sur un compte. Ça, c'est pour dépenser dans le mois. Et tout le reste, c'est mis de côté. Tout le temps. Et accumulé. Et toutes les dépenses, on va dire, hors habitude, on vient taper dans ce qui est de côté. Mais je te pose cette question parce que ce petit truc des 20-30% et tout, c'est marrant parce qu'on peut le voir de deux manières. Si on dit par exemple 20%, il faut dépenser 20% de ce que tu gagnes, on peut dire il faut dépenser que 20% de ce que tu gagnes, mais il y a aussi de l'autre côté, il faut essayer de dépenser 20% de ce que tu gagnes. Je te donne un exemple tout con. Mettons qu'en moyenne sur l'année, tu fasses 40 000 euros par mois. 20%, ça fait 8 000. Ça pourrait être difficile dans certains cas de se mettre à dépenser 8 000 euros par mois. Quand je dis difficile, c'est que au bout d'un moment, quand tu as payé ta bouffe, que tu n'as pas une immense maison et que tu vas pas au resto tous les jours, et encore une vie. Enfin, après, je suis pas à Paris, hein, donc j'allais dire là où je suis moi, même en vivant vraiment bien et en faisant beaucoup de restos et tout, je n'arriverais pas à dépenser 8 000 euros. Il faudrait vraiment changer des choses profondes dans mon lifestyle pour être capable de dépenser 8 000 euros. C'est pas possible sinon en l'état. Même avec des bons restos, des courses les plus bio possibles, c'est juste pas possible. Même en prenant un loyer plus cher, une maison autour d'ici à 2500 euros, je suis déjà très très bien. Enfin, donc c'est pas possible quoi. Donc effectivement. À Paris par contre, ça, je pense il y a moyen. Oui, à Paris il y a moyen effectivement, entre les Uber et tout. Oui, il y a moyen de se faire plaisir, comme on dit. Mais du coup il y a ces deux pans là et en fait moi j'ai un peu... Alors je trouve ça intéressant comme concept, le truc de il faut dépenser que 20% ou 30%, etc. Mais j'ai pas envie de me l'appliquer. Notamment en raison d'une dépense particulière sur laquelle j'aime vraiment beaucoup mettre de l'argent, c'est mon loyer. Moi, je suis un fanatique d'être chez moi, de mon chez moi, d'avoir mon cocon, de vraiment apprécier l'endroit dans lequel je vis et tout. Et j'ai aucun mal à me dire que je gagne 12 000 euros par mois, par exemple, mettons, et que j'en mets 5 dans un loyer. Il en reste 7. Donc il en reste un peu plus de 50%, un petit 60%, et moi ça me dérange pas du tout, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui te dérangerait toi? Non, regarde, je respecte rien. Non, en fait je respecte aucune règle, je fais rien. Pourtant je suis un mec qui est profondément normalement quelqu'un de plutôt organisé, plutôt méticuleux, plutôt un peu comme ça, tu vois. Enfin je pense que j'ai une personnalité faite pour des trucs comme ça. Typiquement, j'ai commencé à utiliser il y a quelques temps le logiciel Fenari pour suivre tout ce qui est investissement en bourse. Et c'est un plaisir immense d'utiliser des trucs comme ça et de faire ton petit camembert et de faire ta répartition et tout. Vraiment, j'ai un tout petit minuscule portefeuille en bourse de 3 000 euros, je crois, un truc comme ça, qui est parfaitement réparti selon des critères précis et tout. Je le vois grandir tous les ans. Donc c'est très cool à suivre. Et je sais pas exactement pourquoi je me suis jamais épanoui là-dedans directement, mais j'avoue que je l'ai jamais fait. Il se trouve que en théorie, j'ai une personnalité avec un certain tropisme vers ce truc-là, et dans la pratique, j'ai une personnalité qui est en réalité assez chaotique, et j'ai l'impression que j'ai une masse d'argent, et cette masse d'argent, je l'utilise
de manière plus ou moins rationnelle, plus ou moins émotionnelle, selon les moments, en regardant combien il me reste, etc. Et j'avoue que j'ai jamais vraiment fait ce truc. Enfin, force est de constater que je l'ai jamais fait, quoi. Depuis 2017. Ouais. Donc, bon, je peux dire ce que je veux. Je peux très bien dire oui, je suis quelqu'un d'organisé, méticuleux, je fais attention. En fait, je fais attention à rien du tout, quoi, concrètement. Et je sais pas pourquoi, parce que vraiment, c'est ma personnalité d'être un mec un peu normalement comme ça. Après, c'est peut-être Donc, parce que t'as pas moi, besoin ça me aussi. choque pas. Je trouve que chaque dépense, chaque profil, même pas d'investisseur, j'allais dire profil d'investisseur, chaque personnalité est différente. On est tous différents. Donc, moi, il n'y a jamais rien qui me choque. Je veux dire, quand tu dis all-in sur les cryptos, entre deux, hein, tu vois, je te l'avais promis, hein, il fallait pas l'appeler comme ça, ce podcast. Quand tu dis all-in sur les cryptos, moi, ça me choque pas, en fait. Je m'en fous. Je me dis, c'est ta conviction, et si tu es raccord avec ça, je pense que la plupart des gens qui vont faire ça savent pas ce qu'ils font. Mais ça, Ouais. c'est un autre problème. Ouais, tout à fait. J'ai pas la plupart des gens en face de moi, j'ai juste Louis Streff, qui est évidemment quelqu'un qui est très intelligent, qui a la tête sur les épaules, et j'ai déjà dit tout ça dans l'épisode précédent. Je vais pas t'envoyer des fleurs à chaque podcast. Chaque début d'épisode. Mais non, mais voilà, enfin. Ouais, je Du vois. coup, il n'y a rien qui me choque. Moi, tout ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est juste de poser des questions pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et ça se trouve, il y a des gens, ils sont juste 90% or dans leur vie, tu vois, dans leur méthode d'investissement, et ils vont t'expliquer pourquoi. Peut-être qu'il y a une passion profonde pour l'or, et que ça a du sens pour eux, et qu'ils veulent le truc Ouais. le moins risqué possible. Bon, l'or, c'est pas spécialement le moins risqué possible, mais Il faut que ce soit de la passion là, hein, pour le coup. Faut que Il y a que la passion qui peut l'expliquer, les gars. Je vais Il y a rien que la écouter passion. d'autre. Hein. Et c'est pareil, nous on s'est tellement pris la tête sur la gestion des dépenses ces dernières années en se demandant en permanence c'est quoi la meilleure façon de dépenser notre argent maintenant, parce que à chaque fois on se disait non, on veut être très très méthodique, on veut faire attention, on veut mettre de côté X%, etc. Et ensuite, le lendemain ou la semaine d'après, on disait mais attends, c'est maintenant qu'on a 25, 26, 27, 28 ans. C'est maintenant qu'on peut voyager le plus profiter. Est-ce que faire des investissements, c'est pas aussi investir dans notre jeunesse, investir dans des voyages et dans des souvenirs, tu vois, des souvenirs qui resteront toute notre vie, qu'on peut faire maintenant et qui n'ont pas du tout la même saveur que ceux qu'on aura dans des années plus tard, avec des enfants ou avec une situation différente, avec une start-up, avec tout ça. Donc du coup, plein de fois, on s'est brainwashé pour se dire en fait la bonne dépense à faire ou le bon investissement à faire, c'est l'investissement dans des voyages, investir dans des souvenirs. Et donc plein de fois, on s'est retrouvé à dépenser beaucoup d'argent, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus de côté aujourd'hui. Donc c'est là où je te dis vraiment, moi, il n'y a aucune distribution qui me choque. La seule distribution qui me choque, c'est celle qui n'est pas réfléchie en fait. Ouais. C'est celle où les gens ne se posent pas trop de questions. Et nous, on s'est tellement posé de questions que ça nous a fait du bien en fait de voyager, de se relâcher, de se détendre par rapport à ça. De ne pas juste prendre le dogme, de devoir vraiment d'avoir une distribution parfaite, bien répartie avec des pourcentages et tout. Enfin, on l'a bien vécu, ça s'est bien passé. Et on verra si ça change en fonction aussi, parce que peut-être que je te dis ça, on a une façon de raisonner avec l'argent qui est différente quand on a X milliers d'euros, quand on a X dizaines de milliers d'euros et quand on a X centaines de milliers d'euros et plus, quoi. Donc peut-être que dans les années à venir, mon rapport à l'argent va changer par rapport à tout ça. Je soupçonne d'être beaucoup plus méthodique, calculateur et dans la distribution, etc. quand j'aurai vraiment beaucoup plus d'argent de côté. Parce que m'amuser à mettre 5% de dépenses allouées à machin, ce sera toujours beaucoup d'argent et je pourrais quand même me faire plaisir et tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, carrément. Puis Donc ça, je pense que ça change au fil du temps. Tu dois le sentir même pour toi, tu dois te dire en fait, là, ma façon de voir les choses maintenant peut aussi évoluer avec ouais, carrément. ma valeur personnelle nette, enfin voilà. Ouais, carrément. Et puis en plus, je pense que quand les sommes commencent à être vraiment conséquentes, c'est beaucoup plus amusant d'allouer à certains endroits et tout, parce que les sommes sont beaucoup plus importantes, c'est beaucoup Bien plus sûr. marrant, tu vois. Si tu te dis, tiens, et si je me challengeais cette année, je mets 10% de mon revenu dans mon loyer, tu vois. Donc du coup, il faut trouver un super appart et te dire... Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu marrants comme ça, mais je m'étais posé cette question parce que dans les grosses réflexions qu'on a en ce moment, c'est l'appart qu'on doit trouver. Et on a une tour en particulier qui nous intéresse vraiment beaucoup, qui est une tour magnifique, juste à côté du centre, avec une belle vue, etc. Enfin, c'est vraiment top. Ouais, faut préciser pour les gens que quand Louis dit une tour, il est pas en train de dire qu'il veut louer la tour. Pas du tout, loin de là. Parce que moi, j'ai tout de suite pensé. Oui, c'est une vrai, tour. c'est vrai. Non. J'avais pas pensé à ça. Non, on va pas louer une tour. C'est une tour qui est plus haute. C'est une tour qui est plus haute que la tour Eiffel. C'est le genre de petites infos qui, moi, me fait vraiment plaisir. Il n'y a pas beaucoup de tours qui sont plus hautes que la tour Eiffel à Dubaï. Il y en a pas mal, mais Ouais. celle-là quand même, elle est... Celle-là quand même. Tu vois, quand même. Ok. C'est la tour qui penche. Non. Là, Ça je va être pense des que bureaux, c'est- ça. Hein. Je pense. Je pense que c'est des bureaux. Pour Putain, vous c'est dommage. décrire, pour vous décrire ce qu'Alexis appelle la tour qui penche, c'est une tour qui est en forme de vrille
mais où en fait il y a une espèce de perception très étrange où le bas est droit et si tu regardes au milieu, c'est vrillé et tout en haut c'est carrément dans l'autre sens. Enfin, c'est On vous mettra une assez image impressionnante. pour ceux qui sont sur Ouais. YouTube. Et la tour, moi j'étais fasciné par cette tour. Elle tourne vraiment, quoi. Ils l'ont tordue. Imaginez qu'on la tord tout simplement comme du linge, quoi. Ouais. Et ils ont vraiment fait ça. Et il n'y a pas d'effet d'optique ou je sais pas quoi. C'est-à-dire littéralement, tu Ouais, vois, en tout elle cas, tourne visuellement, vraiment, ouais. de l'extérieur. J'espère que de l'intérieur ça va. Mais de l'extérieur, c'est vraiment ça, quoi. Ils l'ont vraiment tordu. L'effet est super impressionnant. Et je comprends pas comment on peut faire ça. Mais enfin, bon, il y a un tas d'autres trucs que je comprends pas comment on peut faire. Ce qui d'ailleurs me fait une transition vers un autre sujet. Est-ce que tu voulais dire autre chose peut-être éventuellement Non, si je t'ai coupé dans ton élan sur un truc Non, c'était clos. C'est juste pour dire qu'on va sûrement complètement craquer et prendre un appartement beaucoup trop cher pour nous à l'heure actuelle, mais ce sera sûrement dans nos prix dans quelques semaines ou quelques mois, donc finalement. Ok. Ce qui fait du tout une transition pas fluide du tout vers mon sujet d'après, mais c'est pas grave. Dis-moi. Ce qui me fait donc une transition vers le sujet d'après, une transition toute trouvée. Alors je suis désolé par contre parce que je vais un peu spoiler, la section reco que je voulais faire. En fait, c'était En fait, j'avais plein de vidéos que j'avais regardées ces 7 derniers jours. J'aurais pu recommander n'importe quoi. C'était l'une de ces vidéos notamment. Donc je vais la spoiler. C'est une interview de. Tu connais Lex Fridman ? Alex Friedman ? Non, Lex Fridman, podcasteur très connu américain. De nom, mais j'ai jamais écouté. Probablement aussi connu que Joe Rogan, peut-être un peu moins, je sais pas, mais il est vraiment, vraiment énorme. C'est vraiment, si tu veux chercher des podcasts business américains, c'est vraiment Joe Rogan, sinon c'est Lex Fridman, quoi, vraiment. Très, très gros podcasteur. Tellement bien gros sûr. qu'il a réussi à avoir un invité, absolument, c'est ce monsieur, qu'il a réussi à avoir un invité que personne n'arrive à avoir en interview depuis des années. Quelqu'un qui est très très discret, qui fait vraiment très très peu d'apparitions publiques, qui vraiment dans son coin, il fait ses trucs et tout. Alors quand je dis il fait ses trucs dans son coin, les trucs, tout le monde voit ce qu'il fait. Hein. Mais est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu peux deviner de qui je parle ? Je vais juste te donner un indice. C'est vraiment un très gros entrepreneur, très très gros. Ok, c'est quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un de vivant, ouais. Si je pose cette question, c'est parce que moi j'ai vu passer pas mal de bouts d'interviews de Lex Fridman avec des personnes reconstituées par IA. Et c'est très impressionnant. Il a discuté. Je suis pas au courant de. Il avait fait des trucs comme ça ? Ah ouais, il l'a fait avec. Et je crois qu'il l'a fait avec Steve Jobs. Et il l'a fait avec d'autres. J'avais pas vu passer. C'est vieux ? Ça me dit Non, rien. ça date d'il y a, je sais pas, quelques semaines, quelques mois maximum. Ok, j'avoue que je suis pas non plus son actualité tant que ça. Donc j'ai dû passer à côté de ça alors du coup. Un gros. Mais je regarde régulièrement des épisodes à lui. Je dois regarder, je sais pas moi, 5-6 par an, quoi, en gros. Ok. Ouais, je vois. Donc je dois deviner. Ok, un gros entrepreneur. J'ai 2 noms en tête. Est-ce que c'est quelqu'un de timide un peu ? Il eût été timide. Je sais pas s'il est timide toujours aujourd'hui. Je dirais qu'il est réservé, en tout cas sans doute à la base, mais il n'est pas particulièrement timide, je pense pas. C'est pas Zuckerberg ? Non. Il est passé plein de fois chez Lex, effectivement. Ok. Est-ce qu'il est chauve ? Oui. Ah, c'est Jeff Bezos ? Ouais, il a eu Jeff Bezos. Magnifique. Ah, je vais aller voir ça. Il y a quelques mois, à peine, je crois que ça date d'il y a 2 mois, de Jeff Bezos, que jamais personne n'a réussi à avoir une interview depuis des années. Et vraiment, ses apparitions sur YouTube en interview, sur des plateaux télé, tout, très très rare. C'est vraiment quelqu'un de discret. Et il est passé pendant 2 heures chez Lex Fridman. Super interview que je vous recommande carrément si vous voulez rentrer dans la tête de Jeff Bezos, voir un peu comment il voit le futur de l'humanité, quelle personnalité d'entrepreneur il est, comment il voit les choses et tout. Il y a pas mal de bonnes punchlines, de trucs à récupérer qui sont intéressants en termes de productivité. Il y a des petites pépites intéressantes aussi. Des anecdotes évidemment croustillantes sur les trucs qu'il fait en ce moment. Donc ça parle de Amazon, ça parle de Blue Origin. À la fin aussi, ils évoquent, il a construit une grosse horloge qui dure pendant des milliers d'années. J'ai plus le nom de cette horloge. Ça a dit l'année dernière. Enfin, c'est en train d'être construit, je crois. Qui est symbolique, hein, c'est pas un projet, voilà, c'est juste un truc comme ça, c'est une espèce de monolithe, quoi. Et donc, ma transition, c'est vers quoi ? En fait, ils ont parlé pas mal de Blue Origin, de conquête spatiale et du futur de l'humanité. Et notamment de programmes lunaires, d'un programme lunaire, d'envoyer l'humanité sur la Lune, d'avoir des bases sur la Lune, d'avoir aussi des bases satellites partout en fait dans la galaxie, pas juste sur la Lune d'ailleurs. Ils ont passé pas mal de temps à parler de tout ça. C'est assez intéressant parce qu'il a une vision vraiment interplanétaire de l'humanité. Enfin, c'est assez raccord avec Elon Musk pour le coup, mais pour lui, le futur de l'humanité, si on lui demande, tu vois comment l'humanité dans 1000 ans, c'est pour moi l'humanité dans 1000 ans. Oui, elle existe toujours déjà, de 1.
Et de deux, elle est installée sur plusieurs planètes. Il y a aussi des bases en permanence dans l'espace, etc. La Terre est toujours là pour lui. La Terre est importante. D'ailleurs, c'est le nom de sa société Blue Origin. C'est l'origine bleue, c'est la Terre, littéralement. Donc évidemment, pour lui, la Terre est importante. Mais pour lui, le futur de l'humanité, c'est dans l'espace, notamment. Et du coup, à un moment, ils se sont attardés sur le programme lunaire et de savoir comment ils allaient faire pour avoir les ressources de base pour s'installer sur la Lune, à savoir de l'oxygène, de l'eau et de l'énergie. Ouais. Alors apparemment, tout est disponible selon lui sur le sol lunaire directement. Ils sont capables de faire tout ça directement à partir du sol lunaire. La première chose, c'est de l'énergie. Alors ils sont capables apparemment déjà de créer de l'énergie à partir de petits panneaux solaires. Ces petits panneaux solaires, ils sont capables de les construire à partir de ce qu'ils trouvent directement déjà sur le sol lunaire. Ils sont déjà capables de les construire. Apparemment, cela dit, c'est pas efficient du tout par rapport aux panneaux qu'on trouve sur Terre aujourd'hui, par rapport aux meilleurs panneaux. C'est un peu la loose, mais ils sont quand même capables de construire des panneaux solaires. Déjà, première chose. Ça, je trouve ça assez stylé. Sympa, ouais, sympa. Donc ça, le problème de l'énergie. Le problème de l'oxygène, de l'eau, d'abord, de l'eau. Apparemment, il y a de l'eau, il y a des cratères sur la Lune, et notamment ces cratères face cachée de la Lune, la partie qui est tout le temps à l'ombre. Il y a de l'eau dans ces cratères, de l'eau gelée, et ils seraient capables d'aller récupérer de l'eau ici, pour les ressources en eau et pour les ressources en oxygène. L'oxygène, ils ont juste dit qu'ils allaient récupérer ça directement aussi à la fois de l'eau, et je crois qu'il a parlé aussi du sol lunaire, je sais pas, j'ai pas les détails, mais du coup, voilà, en gros, il a expliqué tout ça. Je trouvais ça incroyable, et notamment, il a aussi évoqué le fait d'aller miner des astéroïdes pour récupérer des ressources, par exemple, ce genre de choses. Et donc, ma transition, c'était en fait, je voulais savoir, toi, de manière générale, si tu t'intéressais ou pas du tout à la conquête spatiale, aux fusées, aux agendas d'entreprises comme SpaceX, Blue Origin. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ? Et j'ai même 2 questions pour toi. La première question, c'est le jour où il y aura du tourisme spatial, est-ce que ça t'intéresse ? Tu fais chier, je voulais te la poser. Est-ce que ça t'intéresse de faire un tour dans l'espace ? La deuxième question, le jour où il y a, admettons que ce soit de notre vivant, évidemment, des colonies sur la Lune, sur Mars ou ailleurs, mais vraisemblablement notre vivant, ce serait que sur Mars et la Lune, si tant est que ça puisse arriver. Est-ce que ça t'intéresserait ? Il y aurait un minimum de confort, évidemment, comme à Dubaï, on va dire. Est-ce que ça t'intéresserait de finir tes jours, ta vie, sur Mars ou sur la Lune ? Prends ces 2 questions dans l'ordre. D'abord, un tourisme spatial, et ensuite finir tes jours vraiment sur la Lune ou sur Mars. Je réponds à la toute première chose. Est-ce que ça m'intéresse déjà ? Ouais, j'allais dire, en fait, il y a 3 questions. D'après toi, est-ce que ça m'intéresse ? Je me dis que oui, mais je me dis peut-être tu passes pas beaucoup de temps à te renseigner sur ces sujets, t'es peut-être pas au taquet. Je sais pas, on en a jamais parlé en fait depuis qu'on se connaît. C'est vrai qu'on en a jamais Donc parlé. je me dis que tu dois pas non plus être au taquet. Là, tu vois, moi j'écoute un contenu de temps en temps. Là, il y avait l'interview de Jeff Bezos qui m'a mis à fond sur programme lunettes, conquête spatiale et tout. Programme lunaire, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit. Programme lunettes. Le programme lunettes de Jeff Bezos. Programme lunettes à la conquête spatiale et tout. Mais c'est vrai que vraiment, c'est genre, j'écoute 3 contenus par an en rapport avec l'espace, quoi. Donc. Ok. Moi, je pense que ça fait partie de cette faible catégorie de sujets, faible dans le sens où ils sont très peu. C'est des sujets qui me passionnent et sur lesquels je ne prends aucun temps. Mais aucun. C'est-à-dire que littéralement, si tu me dis Louis, qu'est-ce que t'aimes toi dans la vie ? Si tu me poses une question bête, dans la réponse bête, il y aura l'espace. Et pourtant, je prends aucun temps pour me renseigner, pour voir ce qui se passe et tout. Alors, je pense que c'est lié à la période de ma vie. Non, pardon, juste une parenthèse dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ma transition qui n'était pas fluide du tout, je viens d'y penser en fait, c'est parce que je disais tout à l'heure, je comprends pas comment c'est possible de faire l'immeuble qui tourne sur l'immeuble et tout, ça me dépasse complètement. Et mon cerveau a pensé, moi pas comprendre, moi être dépassé, espace. Voilà. C'est passé ça. Genre comment on fait pour envoyer des fusées sur la Lune, comment on pourrait coloniser Mars, terraformer la Lune, Mars ou des trucs comme ça. Moi, vraiment pas comprendre. Et du coup, voilà. Moi, pas comprendre. Prenez mon argent, emmenez-moi. Sans transition. Mais ok, je vois. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je sais qu'à un moment, j'y prendrai... je prendrai beaucoup plus de temps pour m'y intéresser, suivre et tout. Après, je me dis aussi que je vais faire partie comme quand je suis de près des créateurs de contenu, etc. Je vais juste faire partie de la masse un peu silencieuse qui va adhérer à fond et qui va suivre à fond. Notamment parce qu'une des questions que j'aime bien poser aux gens, moi de manière générale, c'est combien tu serais prêt à mettre là maintenant
pour t'acheter un billet pour la Lune. Mais je voulais pas poser quand on était à Dubaï cette question. Si, en fait, tu m'as carrément posé cette question. Et je me demande si tu ne l'as pas même posée. Non, pas dans le podcast, je crois pas. À Non, Dubaï, non, je crois pas. Non, je crois pas. Ouais, c'était à Dubaï. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Évidemment que dès que je peux, j'y vais direct. C'est-à-dire que à peu près quel que soit le prix. Alors, quand on dit quel que soit le prix, déjà on est sur moins de 100 000, j'ose espérer. Et en dessous de moins de 50, j'y vais le plus tôt possible, entre guillemets. Parce que c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus rêver, qui m'a toujours fait le plus rêver, je pense à l'espace avant de m'endormir, je me vois seul regarder l'espace depuis la Lune et tout. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné. Et d'ailleurs, une des questions que je crois... Ah non, je voulais peut-être pas poser celle-là. Une des questions que j'aimais bien poser à un moment, c'était... mettons que dans 24 heures pile, tu disparaisses. Tu as le pouvoir de te téléporter et le pouvoir d'être avec qui tu veux. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 24 heures ? Et moi, j'ai toujours répondu qu'il y avait au moins 2 heures que je passais sur la Lune à regarder la Terre seul. Mais juste parce que c'est tellement fascinant et j'ai tellement envie que mon cerveau vive cette expérience. De prendre conscience encore plus de l'infiniment petit et de l'infiniment grand et tout. Donc y aller en tant que touriste à fond, ça c'est certain. Dès que c'est possible, let's go. Y aller pour y vivre. Ah ouais, le premier point, c'était tourisme spatial. En général, ça consiste simplement à aller dans l'espace, pas forcément. Ah, tu voulais juste faire un tour, voir la Terre depuis l'espace, être en apesanteur, ce genre de choses. Et mon deuxième point qui était effectivement, alors il peut y avoir un entre-deux, qui est de dire on va visiter la Lune, on va prendre des vacances sur Mars ou sur la Lune. Ça, dans ce cas, oui, effectivement. Okay. Parce que moi, je répondais pour les vacances à la base. Ouais, toi, on peut prendre celui-là aussi si tu veux. Ça fait une quatrième question. Pour juste aller dans l'espace, ça dépend vachement des conditions. Si c'est pour rester... dans un avion où on est 12, dans un avion fusée où on est 12 ou 50 d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et tu vas dans l'espace, mais tu vois quand même un peu la Terre d'assez loin. Tu vois le truc, t'es en apesanteur et le billet coûte 10 000 euros, par exemple. Non, ça même pour 10 000 euros. Non, moi je veux vraiment vivre l'expérience pour moi, quoi. Il me faut au moins un moment tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est une bonne heure, quoi. Il faut au moins une bonne heure tout seul et tout. J'ai envie de vraiment vivre le truc seul. T'as peur de vivre le truc organisé comme le tour à Dubaï qu'on a fait là, mais dans l'espace. Oh, la déception du truc. Le même tour, mais littéralement tu rajoutes derrière de l'espace. Vraiment, organisé par horrible. T'arrives, il y a les 3 gamins qui pleurent. Le daron, j'imagine des petits stands dans la fusée, le mec essaie de te vendre des trucs. Des lunettes pour vous protéger du soleil. Il y a des stands flottants, il y a des trucs qui flottent en apesanteur et tu peux te servir et tout, et c'est en self-service, mais c'est des trucs en fait tu payes. C'est vachement bien les stands flottants comme ça. Ouais, je vois très bien l'idée. C'est abominable. Tu es une ordure capitaliste. mais oui, je vois l'idée. Donc ça, ok. Enfin, non, ça non. C'est pour être dans un avion de touriste avec le Hongrois qui a des chips plein les mains et les 3 gosses qui pleurent et la fille au téléphone qui fait un FaceTime avec sa mère. Ça, c'est non. Par contre, si c'est pour aller sur la Lune, pouvoir avoir un moment seul, pouvoir me balader et tout ça à fond... Et pour y vivre, c'est une sacrée question. Ça implique quand même pas mal de choses, parce que là, pour le coup, déjà quand j'ai pris la décision de déménager à Dubaï... Ça implique pas mal de choses. Ensuite, tu vas faire le parallèle avec le déménagement à Dubaï. Non mais attends. Oui, ça implique de changer de planète. Non mais c'est ça, justement. Quand je me suis dit que j'allais déménager à moitié à l'autre bout du monde, ça impliquait déjà 2-3 trucs. Là, de changer de planète, c'est un peu relou quand même. Pour le chien et tout, tu te dis peut-être ouais, le chien, ça risque d'être chiant. Comment on va faire mon mobilier, est-ce que vraiment il y a des cargos qui vont jusqu'à... Oui, c'est vrai. Est-ce que je vais pouvoir emmener mon salon, ma banquette et tout ouais, ça... Est-ce que si, je sais pas, si ma mère tombe dans les escaliers, est-ce que je peux revenir du jour au lendemain, tu vois ? Est-ce qu'il y a 3 vols par jour ? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent d'un coup. Et j'ai pas l'impression que quand même... on va vivre une telle commodité, on va peut-être vivre le fait d'y aller, etc. Le fait qu'il y ait des gens qui vivent dessus aussi, j'espère très fort. Par contre, la commodité de 3 vols par jour, pas sûr. La commodité d'y aller en moins de 48 heures, pas sûr non plus. Donc,
plutôt pas. Ils vivent dessus de notre vivant, plutôt pas. Et toi, est-ce que t'irais pour 10 000 balles en apesanteur avec le hongrois et les bébés qui pleurent? Oui, je pense que c'est une expérience assez enrichissante, même avec les bébés qui pleurent et le hongrois, parce que c'est pas normal en fait d'être un singe dans l'espace comme ça et d'expérimenter la pesanteur pour de vrai, d'être si loin de la Terre et même si c'est pas très long, c'est pas normal. Je trouve que si jamais t'as vraiment beaucoup d'argent de côté, il faut avoir beaucoup d'argent de côté, je pense que ça vaille le coup, et que c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que c'est une petite dépense au regard de l'enrichissement personnel que ça peut t'apporter, mine de rien. En espérant que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais oui, j'irai sans hésiter sur le petit aller-retour, effectivement, tourisme spatial, 10 000 € le ticket. J'y vais, clairement. Et ensuite, les autres étapes d'après, c'était des vacances sur la Lune, sur Mars. Je suis peut-être capable d'y aller, mais je ne serai pas le premier, ça c'est sûr. Je laisserai les autres y aller avant moi, comme d'habitude, comme pour l'Apple Vision Pro. Et ensuite, effectivement, ça se tente. Faudrait que j'arrive à convaincre Rachel déjà de 1. Ça, c'est pas forcément gagné. Tu penses qu'elle serait pas chaud? Faut qu'elle soit vachement rassurée. Si tu lui dis, il n'y a aucun risque, tu vois. Après, sinon, zéro risque. Après, sinon, on y va tous les deux. Ah oui, pourquoi pas, remarque. Pourquoi pas, effectivement, une petite semaine. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que Victoria voudrait pas aller? Si. Elle aurait peur aussi, elle aurait très peur, je pense. Ah ok. Donc, écoute, je pressens comment on va pouvoir organiser tout ça. Ça va être intéressant. Exactement. Et puis finalement, ça se résume à Bali. Voilà, exactement. On ira sur Mars. Les hommes forts vont coloniser des planètes pendant que les femmes vont mettre les pieds dans l'eau et caresser du sable fin. Si on résume, c'est à peu près ça. On devrait arrêter le podcast sur cette magnifique... Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, étape, vacances, Mars, Lune. Peut-être, Je pense que ça se discute, il faut voir les conditions et tout, mais il y a moyen, vraiment. Étape, vivre. Par contre, se poser, non, impossible. Non, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas pour moi. J'ai pas suffisamment rêvé de ça quand j'étais jeune pour être capable d'abandonner ma vie sur Terre et de vouloir finir ma vie sur une autre planète et tout. Ça n'arrivera pas, c'est sûr. Même si ça se passe super bien et tout, même si c'est Utopia, si la ville s'appelle, la capitale de la Lune s'appelle Utopia, et il y a des trucs incroyables avec des dinosaures, et ils ont fait pousser des forêts, tout est merveilleux là-bas. Moi, ça peut quand même. Moi, ça peut là. Là, t'as dit plein de trucs qui m'intéressent quand même. Visiblement, je t'ai trop vendu le truc. Tu vas aller à Utopia? Moi, si ça s'appelle Utopia et que c'est comme t'as dit et tout, il y a moyen quand même. Non, moi j'y vais pas. Je pense qu'on va pas connaître ça. Non, mais j'y vais en vacances, mais je vais pas vivre en fait, tout simplement. C'est juste ça. La vie est relativement courte en vrai, et je me vois bien juste finir ma vie sur Terre dans tous les cas. C'est pas la peine de me prendre plus la tête que ça. Je pense qu'il y a des autres générations plus tard qui vont naître, grandir avec ça, et pour qui ce sera évident, ils voudront faire l'expérience de ça. Je pense qu'il faut avoir un mental solide déjà à la base pour pouvoir partir comme ça sur notre planète et faire ce genre d'expérience. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point il va falloir un mental solide jusqu'à ce qu'il y ait une vraie civilisation sur place. C'est vraiment quelque chose de développé et tout. Mais ça va prendre aussi beaucoup de temps. Quoique, quand tu regardes la vitesse à laquelle c'est fait Dubaï. Oui, alors quand même. Mais après c'est juste une question d'échelle. Les commodités, hein. les infrastructures, les systèmes pour faire ça sur la Lune. C'est ça. Ça risque d'être un peu relou. Ça risque d'être un peu relou avant que ça ressemble vraiment à un Dubaï, surtout Dubaï actuel, qui n'est pas le même qu'il y a 5-10 ans déjà, qui était déjà cool, mais bon quand même. Et en fait, je pense qu'après, les générations futures le verront simplement comme un changement d'échelle. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents, et j'englobe les tiens dans les miens, parce que je me dis que c'est pareil, aller habiter au Japon, pour eux, c'était inenvisageable, quoi. C'était l'autre bout du monde. Ou alors c'était très courageux, quoi, du coup. Oui, voilà, ou alors très courageux, vraiment, waouh, incroyable. Enfin, c'était l'histoire d'une vie pour plein de gens. Et peut-être que pour 2-3 générations après nous, ils se diront que c'est à peu près pareil d'aller vivre sur Mars. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est très très cool. C'est-à-dire que moi, je viens de me projeter là. En fait dans notre chalet en Finlande dans une quinzaine d'années, en train de faire un épisode spécial avec, je sais pas, on a un pote qui est parti habiter.
Et on est en train de dire qu'on vit une sacrée époque et tout. Et il y a les quelques personnes qui avaient vu ce 11e épisode qui se rappellent, tu vois, 15 ans après. Comme il y a des gens qui ont suivi Squeezie pendant 15 ans, tu vois. Et donc, en fait, on va le vivre, ça. On va vivre ce truc des gens vont y habiter, quoi. Ouais, alors j'ai aucune certitude déjà parce que j'ai pas assez potassé et je peux ni partager l'optimisme des gens qui pensent que ça va arriver, ni partager le pessimisme des gens qui pensent que ça va pas arriver. Pour changer. Bah, faut potasser un petit peu. Oui, Moi, en fait, c'est du doigt mouillé. Moi, je veux bien te dire autre chose, hein, si tu veux. Je vais te dire, non, mais si, c'est sûr que ça va arriver. Bah non, mais oui. C'est sûr que ça va arriver, c'est évident. Évidemment, si on va connaître des gens qui vont vivre sur Mars de notre vivant et tout. J'y crois vraiment. Si on prend littéralement, on n'est pas sûr, mais c'est quand même très probable au vu de la rapidité des avancées. Rien que la stat de base qui est très simple, c'est depuis quand on a mis les pieds sur la Lune. C'est tellement récent qu'en fait, pour le temps qui reste et surtout l'investissement qu'on met dedans comparé à ce qu'on faisait avant, la probabilité est élevée. Pire que ça, même pire que la Lune. De manière générale, on a fait un petit détour par la révolution industrielle il y a quelques épisodes en arrière. Mais quand je regarde ce qui s'est passé entre cette époque de l'humanité et maintenant, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Ouais, c'est fou. Bah, la guerre. J'arrive pas. Non, le pétrole. Des millions de morts, le génocide tzigane. Moi, j'étais concentré sur les technologies et tout. Oui, je suis d'accord. Il s'est passé le pétrole, il s'est passé l'électricité, il s'est passé les transports, le train, et mine de rien, on se rend pas compte de l'impact massif que ça a eu. Hein, tu reviens loin pour moi si tu dis pétrole et électricité quand même. Moi, je trouve révolution quoi. Ouais, mais des révolutions industrielles, il y en a eu. Enfin, des grandes révolutions. Moi, je pense aux années 1800. Ok, années 1800, ouais, c'est le moment où l'électricité... Révolution industrie vraiment quoi. Genre tout le monde quitte les campagnes, vient dans les villes, il y a des usines, on a du pétrole, on a des trains, on a des chemins de fer, on a Carnegie. Ok, je vois. Tout ça. Ouais, ok. Et quand tu prends à partir de cette époque, moi je sais pas, tu remontais jusqu'où toi sinon? Bah, moi je remontais pas aussi loin dans le sens où je me disais électricité, même au début du... Un peu plus à peu près, mais... Ouais, un peu après, tu vois, fin 18e. Oui, bien sûr, mais... En fait, même si on prend début... Pardon, même si on prend... l'électricité, c'est pas fin 19e Oui, fin 19e, l'électricité. Si, c'est ça. Si, c'est ça, pardon, je voulais dire fin 1800. Et moi, je voulais commencer rien que entre l'entre-deux-guerres et maintenant, quoi. Mais oui, si on remonte encore plus, comme tu l'as dit, là, du coup, c'est délirant. Ouais, surtout si on prend une exponentielle. Toi, tu regardes encore. Ben oui, mais du coup, j'aurais pu dire. Alors, j'ai dit électricité, j'ai dit pétrole, j'aurais pu dire Internet aussi, du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que moi, je me disais. Mais oui, si on va encore Internet, plus loin... le contenu, tout ce qui découle d'Internet, après le contenu, la prolifération de contenu massif, c'est incroyable. On a à portée de main absolument toute la connaissance du monde, ça, je reviens toujours pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est carrément sous-exploité. Hein. Personne... n'en profite vraiment quoi. Je comprends pas. Moi je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus. Enfin, mon métier en vrai, enfin nos métiers d'ailleurs, hein, si on va plus loin, c'est juste trouver des informations sur internet et les vendre. C'est à peu près ça. Si on résume. T'as résumé peut-être probablement l'essence de nos métiers en quelque sorte. Si on retournait à l'essence de l'essence, j'ai presque envie de dire que notre startup, la Copylost aujourd'hui, il y a un petit fond de ça, tu vois, en quelque sorte. Il y a des gens qui ont des compétences, qui savent coder. Mais voilà, c'est vrai que si tu vas à la source des choses, tu dis toutes les connaissances qu'il faut pour tout ça sont quand même sur Internet. Oui, bah oui. En quelque sorte, tu pourrais t'amuser à aller à l'essence des choses et dire oui, nous, en fait, on est vraiment, vraiment des enfants d'Internet. Et on est juste des enfants de la débrouillardise et de récupérer des trucs sur Internet. Sans parler de Copylost, c'est un peu plus sophistiqué quand même. Mais c'est un peu plus compliqué, même ce qu'on faisait avant, c'est vrai que je pense que les gens percutent pas à quel point en fait je me suis formé en même temps que j'ai formé les gens. Bien sûr, de manière totalement honnête et transparente. Ça a pris des années en fait. Au fur et à mesure, je voyais des trucs, je découvrais des extensions sur WordPress, je sais vraiment bien, je la partage. Au bout d'un moment, je sais faire tout ça. Je dis ok, on va faire une formation, ça va être intéressant pour les gens, ça va me permettre d'apprendre aux gens en 10 ou 15 heures comment faire un site internet, ça fait une formation, etc. Et ça a commencé quelques années avant les premières expériences et tout, mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, je me suis quand même vraiment formé sur Internet. Et derrière, j'ai eu cette passation de savoir vraiment qui s'est faite, où je suis moi-même la source de d'autres gens, tu vois, du coup, maintenant, avec les vidéos et tout. Mais ça s'est vraiment fait comme ça, et en fait, en permanence, même là, Copylost, je te dis pas le nombre de trucs que je passe mon temps à... Les gens vont se rendre pas compte à quel point je suis en train d'apprendre des trucs en même temps que je le fais. Ouais, bah c'est oui, des trucs qu'il faut pas dire normalement.
Mais je le crierai haut et fort dans quelques années. Je dis, en fait, je savais pas du tout ce que je faisais. Mais aucune idée. Aucune idée, mais je le faisais quand même. Mais c'est comme ça, quoi. C'est vraiment, voilà. Bienvenue dans lancer une boîte. Et si on devait faire un parallèle, si on devait faire un exercice mental tous les deux, qui peut être un peu compliqué, mais je suis sûr qu'à 2 cerveaux, on va y arriver sans problème. Ça aurait été quoi l'identique de notre métier actuel fin 19e? Trop bien. Qu'est-ce qu'on aurait été en fait si on prenait vraiment l'exact identique et on va pas prendre start-up, on prend formateur en ligne. Qu'est-ce que ça aurait été, tu vois? Si on va à un truc facile, on peut partir genre sur apprendre à utiliser peut-être des machines récentes et on apprend par correspondance. Mais c'est compliqué quand même, ça paraît, tu vois, je pense pas qu'il y ait des mecs qui faisaient ça. Alors déjà, j'aimerais te répondre un truc, mais je pense que c'est pas du tout là où tu voulais nous emmener. C'est que de toute façon, on aurait de facto pas eu la même situation, mais version fin 2019e, puisque évidemment, on aurait juste été le fruit de l'environnement à l'époque, en fonction de la famille, de la situation qu'on aurait eu et tout. Ça se trouve, on serait juste dans les champs et puis c'est tout, tu vois. Oui, bien sûr. Ou alors dans un manoir magnifique. Mon rabat-joie, pas du tout entre deux pour le coup. J'ai cassé le truc. Je peux jouer le jeu un petit peu. D'ailleurs, dire qu'est-ce qu'on aurait fait, parce qu'il y avait des entrepreneurs à l'époque, hein, il y en avait plein. Hein. Enfin, bah ouais, il y en avait plein, mais bien nous, sûr. On forme des entrepreneurs. Tu veux dire sur la formation en ligne ? Ouais, je parle que de la formation en ligne. La start-up, ça compte pas vraiment. Ok. Parce que ça n'existe pas encore ? Bah oui. Ok. Alors, oui, on forme... Okay. On forme des gens, on forme des entrepreneurs. Oui, parce qu'on ne forme pas que des entrepreneurs, mais je non, on ne forme pas que des entrepreneurs. En vrai, si je fais un échantillon, je fais un sondage, il y a un paquet de gens qui ne sont pas entrepreneurs chez moi qui se forment pour des tonnes de raisons différentes d'apprendre à faire un site, quoi. Donc, il y a aussi, moi, je vois beaucoup passer de salariés, notamment de boîtes, des choses comme ça. Ok. Moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai que des entrepreneurs presque. Ouais, mais Shopify, ça attire vraiment les entrepreneurs. Ouais. Beaucoup plus que moi. Moi, ça attire du tout venant beaucoup plus, je pense. Du badaud. Tout venant, je pense que c'est un peu péjoratif par ailleurs du coup, puisque c'est quand même une expression qui désigne pour moi la catégorie en déchetterie, donc c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais... ah oui, j'avais même pas pensé effectivement. Moi je pensais à une déchetterie quand je pense, donc faut que je le dise autrement, mais ça attire de tout. Oui, ça attire tout le monde. Ça attire tout le monde. Tout le monde, voilà, de tout, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont des gens. Enfin, ça veut dire que le Hongrois, il est là, les 2 gamins qui pleurent, ils sont là. Voilà, de tout. Mais ok, oui, c'est plus large. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Je sais plus, moi. Moi, le truc de base que je me dirais, le premier truc qui me viendrait, c'est me dire, on formerait peut-être les gens à utiliser les machines. Tu vois, où on aiderait on accompagnerait les entreprises. Sur le côté formation, mais tu veux vraiment calquer notre situation maintenant au maximum du maximum, disons. Donc, il faut que ce soit quand même dans la formation. Donc soit on apprendrait, soit on accompagnerait peut-être pour s'adapter un peu à l'époque. Peut-être qu'on accompagnerait les entreprises, genre là vous faites ça à la main, regardez à Paris ils ont créé une super machine, vous pouvez utiliser ça et tout. Je vous la vends et je vous apprends comment l'utiliser quoi. Je peux remonter à une autre époque ? Ouais, bien sûr. Admettons qu'on soit à l'époque de Bagdad, où on est sur les routes de la soie par exemple. On est à l'Antiquité ou au début dans ces eaux-là, tu vois, il y a encore l'Empire romain et tout, dans ces eaux-là, l'Empire de Chine aussi là et tout. Je sais pas, je peux donner une peu importe, l'année, l'encens, je vois. Donc peu importe. Est-ce que tu penses qu'on aurait été le genre de personne à prendre des chameaux, une caravane et à faire la route et à aller justement et à traverser des continents entiers pour aller faire du commerce ? Et pourquoi je te pose cette question ? C'est que j'ai la profonde conviction que même si on est le résultat, on est le fruit de notre environnement, donc je veux pas juste leur envoyer trop de fleurs, mais je pense quand même qu'au fond, c'était vraiment des mecs beaucoup plus courageux à l'époque que ce que nous on fait aujourd'hui. J'ai cette croyance-là. Et du coup, je me demande vraiment si être entrepreneur à l'époque, en moyenne déjà, de 1, c'était pas beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et de 2, si on n'aurait tout simplement pas été entrepreneur, toi et moi à l'époque. Alors, je me pose vraiment la question. Moi, je pense que le truc de la route de la soie, traverser des pays, vendre des trucs et tout, je pense que toi, tu l'aurais fait à un moment. Tu vois, je nous vois bien tous les deux dans notre vingtaine et dans notre trentaine, tout content d'avoir découvert quelque chose. On peut en parler à personne parce que personne comprendrait. Tout le monde veut rester là où il est et tout. Et nous, on est tous les deux, on se dit putain, ça serait trop bien et tout. C'est qu'il y a des bandits et tout, hein. Moi, je pense c'est sérieux, hein.
Tu vois des bandits là dans notre taf aujourd'hui? Il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui payent pas les mensualités. Hein. Ça, c'est nos bandits modernes. Et plus sérieusement, je pense que toi, tu irais. Toi, tu finirais par y aller. Et je pense que moi, je serais entrepreneur aussi. Mais alors, je dis je pense que et tout. Évidemment, avec le warning que tu viens de donner avant de 99% de chances que pas du tout et qu'on soit dans des champs, le dos cassé et mort à 42 ans. Mais y a, je pense que toi t'irais et que moi j'aurais envie, tu vois, d'être entrepreneur, mais dans la ville, tu vois. Peut-être que j'ouvrirais un caravansérail pour les gens qui traversent la route et tout, tu vois. Moi j'aurais envie de me poser quelque part, de créer un truc aussi, et je me dirais tout le monde est à la recherche d'or, il faut que je vende la pelle, tu vois. Et toi, je pense que tu irais parce que je pense que tu aurais cette soif d'aventure, cette soif de traverser, tu vois. Je te vois un peu Quel comme vendeur de... Vous avez vu? Donc le mec il me dit je vais vendre les pelles, les pioches et tout. Mais toi, je pense que tu aimes, tu sais, il fait son speech là de vendeur et tout. Tu aimes partir à l'aventure, pas vrai? Toi, t'adores l'aventure, t'as envie de vivre des choses. Voilà une pelle. Je te le fais à un bon prix et tu pourras aller réaliser tous tes rêves les plus fous. Tu vas avoir des souvenirs de malade, et si un jour tu arrives à vendre tout ton stock, tu seras richissime. Tu pourras créer, tu pourras construire ta propre maison, tu pourras peut-être avoir des domestiques. Enfin, et si jamais tu n'y arrives pas, c'est ça le mieux dans tout ça. Si jamais tu n'y arrives pas, tu as quand même des souvenirs incroyables, tu vas rencontrer des gens incroyables, tu vas vivre des choses incroyables que personne ne vit. Tu auras une vie unique que tu pourras raconter à tes enfants, à tes petits-enfants et à tous les gens que tu rencontreras. Donc je pense que toi t'irais, que ce serait une très bonne idée, effectivement. Et d'ailleurs, si tu veux même gagner encore plus facilement de l'argent pendant ton aventure, tu peux aussi parler de mes produits et de mes services et tu peux gagner 10% de commission. Bien sûr. Et voilà, et c'est comme ça qu'on lance. Et du coup, les gens que tu embauches pour recommander mes produits gagnent aussi un pourcentage et tu gagnes un pourcentage sur leur pourcentage. Et bien sûr. Et évidemment. Voilà. La naissance. Et ça s'appellerait, sur les routes de la soie, du côté de Jordanie et tout, ça s'appellerait Tupperware. Tupperware. Oui. Exactement. Mais voilà. Moi, je pense que ça, c'est une bonne combinaison, tu vois. Pardon, de quoi? J'ai pas suivi. C'est une bonne combinaison. Toi, tu aurais sûrement fait la soie. Tu aurais eu soif d'aventure. Et moi, je me serais dit, moi, j'ai vachement envie d'avoir une maison et beaucoup de confort. Donc, je vais vendre des pelles. Toi, je vais vendre des épices. Parce que tu regardes ces dernières années, tu te dis, il a voyagé en sac à dos et tout. Donc, tu essaies de faire le tu lien. vois, on tire des principes assez rapides, mais oui, un peu dans l'idée, tu vois. Ouais, ça me fait bien marrer d'ailleurs parce que du coup je me revois avec mon voyage en sac à dos et tout, et je sais qu'à l'époque quand t'es assez jeune, et je dis ça, je parle de ton âge du coup, mais, quand tu es jeune et tu as tu te fais une certaine idée de ce que c'est que partir voyager, de faire le tour du monde en sac à dos. Et évidemment, c'est une vie pleine d'aventures, de rebondissements. Il se passe plein de choses, tu prends des risques, tu fais plein de trucs. Et en fait, j'imagine cette vie-là par rapport à la vraie vie d'il y a 2000 ans, ce qu'on est en train de se raconter. Je me dis, mais tu prends tellement aucun risque. T'es tellement pas courageux, Alexis, tu te rends pas compte en fait à quel point. C'est juste, t'arrives dans un pays, ensuite tu prends un taxi de l'aéroport à une auberge, ensuite t'as une auberge avec fan, machin et tout. En vrai, t'inquiète, ça va. C'est pas vraiment l'aventure à ce point-là et tout. Enfin bon, ça me fait beaucoup rire. Il y a une distance quand même entre l'idée qu'on se fait du courage et de faire des choses un peu osées en 2015 par rapport à en 150 quoi. C'est qu'il y a différents types de courage aussi et tout. Pour moi, il y a certains courages qui sont parfaitement identiques. Par exemple, le courage de partir faire la route de la soie, je suis d'accord qu'il est bien supérieur au courage d'aller habiter à Dubaï, par exemple. Mais un courage qui pour moi est identique, ça va être celui, par exemple, de l'annoncer à ses proches. Tu vois, de passer au-dessus de ses croyances, de se dire... de se dire tout ce qu'on peut se dire, etc. Ça, pour moi, ça reste quand même assez identique. Genre, je pense que le courage que tu as de te dire je réinvestis tout l'argent que j'ai dans une start-up, alors en sachant que ça peut se vautrer comme ça peut très bien marcher et je vais tout donner pour que ça marche, pour moi, il est identique au courage du petit marchand qui a mis toutes ses économies de côté et qui se dit je vais ouvrir un caravansérail, tu vois. Le courage, en fait, côté... passer au-dessus de ces barrières, pour moi, c'est le même. Celui-là, il n'a pas bougé, on est des humains. Par contre, effectivement, le courage de faire des trucs dangereux,
Dangereux et dangereux, ça a complètement deux sens différents, quoi. Maintenant, c'est dangereux. Je suis dans une voiture. C'est dangereux. On est deux sur un scooter à Bali. C'est pas la même chose que c'est dangereux. Je vais traverser la route de la soie pendant 6 mois et essayer de vendre mes épices pour survivre. Il y a deux poids, deux mesures. Ça permet tellement de relativiser quand les gens ont l'impression de prendre des risques aujourd'hui en faisant des petits business en ligne et tout, et même de se planter une première, une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois, tu as l'impression que c'est le bout du monde. Tu peux tellement relativiser en te projetant comme nous on le fait maintenant et en imaginant ce que c'était que d'entreprendre il y a 100 ans. Il y a 100 ans, c'était déjà pas pareil, mais il y a 100 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, et essaye de faire un petit tableau avec des petits plus, des petits moins, de regarder un petit peu en fait, avantages, inconvénients. Mais si tu peux faire l'exercice et tu regardes ce que c'était que d'entreprendre, vraiment à chacune de ces périodes, tu prends différentes périodes comme ça, où tu prends, j'en sais rien, moi, le temps des grandes découvertes. T'imagines, tu prends ton petit voilier, tu dis je vais aller découvrir un nouveau continent, installer un comptoir et tout, je sais, ça fait un peu colonial sur les bords, mais sur le principe, vous voyez ce que je veux dire, il y a l'esprit d'entrepreneuriat. On parle de quelqu'un de bienveillant, évidemment. On parle de quelqu'un de bienveillant. Et enfin, je veux dire, je pense qu'on n'imagine pas le niveau de courage et la prise de risque qu'il fallait pour toutes ces choses-là. Et en fait, je pense qu'on percute pas à quel point il faut 1% du courage de ces mecs à l'époque pour faire du dropshipping aujourd'hui, pour ouvrir une agence et se lancer, chercher des clients ou tous ces trucs-là, quoi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font pas cet exercice mental, et c'est pour ça qu'ils sont en hyperventilation en se disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire un truc terrible et tout. Et, non, vous faites même pas vous, juste moi aussi, nous tous, on fait rien de spécial. En vrai, ça va bien se passer quand même. Quoi, vous pouvez. Alors ça va bien se passer, certes, il n'y a pas de truc dangereux dans le sens pour notre santé, notre sécurité et tout. Ouais. Mais moi, d'un point de vue extérieur, quand je te vois toi réinvestir, on va abuser comme j'en ai l'habitude, la totalité de ce que tu gagnes dans une start-up en te disant c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'argent de côté, je veux que ça marche et tout. Franchement, en vérité, on n'est pas si loin. Hein. En vrai, hein. On n'est pas si loin quand même. Enfin, t'exagères pas tant que ça. C'est pas exactement la réalité, mais on n'est pas si loin quand même. Ouais. Et moi je me dis... Par exemple, il y a une dépense à venir surprise là de 35 000 $. Ah yes. Une dépense qui n'était pas prévue. 35 000. Ça fait plaisir. C'est ce que je vais dépenser pour mon déménagement à peu près. À peu près. C'est franchement à 1000 balles près, c'est à peu près ça. J'ai pas besoin de le faire maintenant, mais dans quelques mois à peine, ça va me tomber sur la gueule et j'aurai pas vraiment le choix parce qu'on va s'engager sur... Et là, on le fait exprès, là, on y va. Mais c'était pas prévu et voilà. Pour te dire, vraiment, tout mis bout à bout, en vérité, on n'est pas loin, quoi. Donc, Ouais, ok, je vois. Donc, ça appuie encore plus mon propos de dire que de mon point de vue, d'un point de vue extérieur et encore plus du point de vue des gens qui nous regardent, je pense parce qu'ils n'ont pas tous les petits trucs de ce qui se passe à l'intérieur et tout, tu prends quand même un risque. Alors, tu prends pas un risque pour ta santé, tu prends pas un risque pour ta vie, tu prends un risque dans le sens où ce que tu fais peut potentiellement te faire s'envoler des années d'économie, des années de stress, etc. Tout le fruit en fait de l'intensité que tu as mis dans je veux réussir, je veux gagner de l'argent, je veux être indépendant et tout. Le chalet en Finlande. Le chalet en Finlande, aïe, le chalet en Finlande. Je te ferai un prêt si ça galère trop, t'inquiète. Mais merci. Mais tu vois, si jamais, mettons, il se passe quelque chose, je sais pas, il se passe une suite d'emmerdes qui font que, en fait, tu perds tout et dans 1 an, t'es en liquidation et t'es dégoûté. T'es quand même vraiment dégoûté. En fait, pour moi, le danger, il s'est déplacé sur l'émotionnel. C'est plus un danger pour ta vie, c'est un danger pour tes émotions et ce que tu vas ressentir, parce que ça peut être terrible quand même. Et moi, je hiérarchise vachement le niveau de danger ou le niveau de péril. Et je pense que le danger émotionnel, dans mon cas en tout cas, peut-être parce que je suis qui je suis, il est acceptable. Il est très acceptable. Ok. Et je mets le danger physique bien au-dessus. Oh oui, non mais ça oui, bien sûr. Mais on y est moins confronté. C'est ça le relativisme dont je serais prêt à chaque fois que je compare à des années, des centaines, des milliers d'années en arrière. Oui, bien sûr. Pour moi, ça, tu te dis oui, c'est évident, mais c'est évident. Enfin, ça fait toute la différence. Oui, bien sûr. Entre tout ce qu'on fait. D'autant plus quand la plupart des business qu'on peut lancer aujourd'hui sur Internet, pour démarrer des trucs, peuvent te permettre de faire beaucoup d'argent avec un capital de départ d'à peu près 0 €, quoi. Ça, c'est une réalité. Et moi, je mets ça aussi dans la balance, tu vois. Ce côté, je peux juste sortir 0 € et en ressortir 1 million de l'autre côté, quoi. C'est vraiment possible avec à peu près tous les business models sur Internet.
Tu peux démarrer du e-commerce très facilement. Même sans dropshipping, vous pouvez acheter un peu de stock, ça coûte pas forcément très très cher. Vous pouvez vraiment démarrer une agence avec 0€, vous pouvez démarrer de la formation en ligne pour 0€, vous pouvez faire de la prestation de service même plus haut de gamme pour 0€, la création de contenu, devenir créateur de contenu, youtubeur, etc. pour 0€, tout pour 0€, quoi. Ouais. Vous pouvez, je pense que, et pour moi ça c'est, je veux dire, par rapport à avoir sa caravane, oui, mais évidemment, on est loin. Se taper la chaleur du désert, les bandits. Ça s'est déporté, quoi. Ouais. On a déporté le péril physique sur un péril émotionnel. Ouais. Et qui tue des gens aussi. C'est beaucoup moins périlleux. Ça tue des gens aussi à l'extrême, mais beaucoup moins. À l'extrême. À l'extrême et beaucoup moins. C'est marrant ce que tu as dit. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça se déporte même pas d'ailleurs, parce que les mecs à l'époque avaient déjà c'est pas des robots, les mecs, ils avaient déjà des émotions et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient juste les deux. Ouais. Quoi. Après, et là, moins, nous, maintenant, on a juste le côté. Ah tiens, on a Internet. Je reste chez moi, j'ai un PC et je lance un truc, quoi. Pour ce type d'activité, en tout cas, je parle pas des Oui, alors pour ce type d'activité, je suis d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Ça me fait penser à cette phrase de Éric Dupond-Moretti qui a dit le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Et en fait, on est pile dans la différence entre danger physique et danger émotionnel. J'ai trouvé ça marrant parce que si c'était de l'ordre du fantasme, ce serait un danger émotionnel. On aurait peur d'avoir peur, par exemple. Alors que quand c'est un danger physique, tu as peur de mourir. Ce qui est tout de suite vraiment très différent. Et donc, voilà, c'était juste que j'ai trouvé ça marrant parce que il y a cette dichotomie entre les deux. Petit parallèle sur le niveau de courage. On parlait d'entreprendre, là, jusqu'à maintenant. Ouais. Et les mecs qui partent en guerre. Et les mecs et les croisés qui partent à Byzance pour et tu vois, les mecs en général qui partent carrément. Alors là j'ai pris l'exemple des croisés en plus, mais je pense qu'une motivation religieuse rend le truc un peu différent peut-être. Je pense que c'est différent. Je sais pas parce que je l'ai pas fait du coup, mais pour le coup, de manière générale, juste être un soldat, quoi, être vraiment sur le terrain, être aujourd'hui dans le Sahel, tu vois, et tu vois, est-ce que le niveau de courage il est pas délirant aussi par rapport à ce qu'on fait, quoi? Si, sûrement, mais alors comme tu l'as très bien dit au début, il y a aussi une grosse histoire de conditionnement. C'est-à-dire que si toi, Alexis FH, tu dis demain, bon en fait, j'en ai plus rien à foutre de lancer des startups à la con, maintenant je mets mon FAMAS sur le dos, je mets mon casque, et dans 10 jours je suis dans le Sahel en train de tuer des djihadistes, là en termes de courage effectivement, là on est très très, enfin tu vois, on est là, quoi. On est vraiment très haut. Alors que le gars qui se dit depuis tout petit qu'il veut absolument être militaire, à 17 ans, il s'est enrôlé, à 19 ans, il était accepté, à 25 ans, il est sur le front. Il a énormément de mérite, je le respecte énormément, j'ai envie de parler avec lui, c'est un gars pour qui j'ai du respect éternel. Mais je pense que il y a moins la notion de courage. Il est fondamentalement plus solide aussi, tu veux dire. C'est ça, tu vois. Ce qu'on a dit 50 fois dans ce podcast, il est le fruit de son environnement, quoi. C'est ça, il est le fruit de son environnement du début à la fin. Il a choisi ça, il veut ça, il y pense depuis qu'il est tout petit. Du coup, il y a moins la notion de courage, il y a plus la notion de mission. Ouais. Toi, si demain tu pars, elle est presque à la frontière entre le courage et la connerie, quoi. Ne pars pas, reste avec nous. Tu es peut-être en train de faire quelque chose qui pourrait éventuellement mal se passer, c'est peut-être pas pour toi, peut-être qu'une start-up finalement c'est pas si dangereux, tu vois, on essaierait de t'orienter vers ça. Moi ça me donne envie juste de dézoomer sur une expérience récente, un flash que j'ai eu en regardant une série, et puis ça va englober tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure, où je pense effectivement, je me dis souvent, tout ce que j'ai dit là en fait, peut-être que c'est faux, et je vais t'expliquer pourquoi. Je regarde là, on est en train de regarder une série qui s'appelle Outlanders, je sais pas si tu connais. Série qui se passe dans les années. Alors en fait, normalement, ça se passe dans le présent qui est pas le présent de maintenant, mais peu importe. Et en gros, il y a une nana qui est projetée dans le temps, genre 200 ans, 300 ans en arrière, en Écosse, je crois, dans les années 1700, un truc comme ça. Et du coup, elle, projetée là-dedans, en fait, c'est comme si elle était projetée au milieu des sauvages, quoi, littéralement. C'est-à-dire qu'elle passe de elle vit dans les temps modernes en Angleterre, elle est bien, elle est propre sur elle, elle connaît la voiture,
elle est bien habillée, tout ça machin, à d'un seul coup elle est au milieu d'Écossais pouilleux, Dégueu, avec des gens qui se douchent pas toujours très bien, qui sentent pas du tout bon, venant. qui parlent fort, du tout venant, du tout venant. Et donc elle est projetée d'un seul coup là-dedans. Et donc il y a une scène qui m'a particulièrement marqué par rapport à tout ce qu'on se dit. Donc à un moment ils sont tous autour d'un feu, calmement, il y a un gars qui raconte une histoire, il joue de la guitare, machin. Tout se passe bien, puis d'un seul coup, ils se rendent compte que il y a les chevaux, tu sais, qui font un petit bruit, ils sont un peu nerveux, et donc bah il y a quelqu'un qui approche près du feu. On sent qu'il y a une présence, il se passe quelque chose. Donc tout le monde commence à prendre un peu son couteau, son épée discrètement. Le mec il continue de chanter, il fait comme si de rien n'était et tout, tu vois, pour pas éveiller de soupçons. Mais ils se préparent tous à se battre. Devait arriver ce qui arriva, donc il y a un assaut, effectivement, il y a des gens qui arrivent d'un seul coup et qui se jettent sur eux, donc il y a une petite confrontation. Les mecs après s'en vont, ils ont réussi à voler un cheval, à blesser quelqu'un, etc. Vraiment, tu vois, petit moment de tension, quoi, et puis d'un seul coup, donc tout ça c'est terminé, ça arrive vraiment en l'espace de 30 secondes, ça dure 30-40 secondes, c'est terminé. Ils se retrouvent tous, d'un seul coup, ils sont juste entre eux, ils sont là genre, tout va bien? Ouais, tout va bien. Puis tout le monde se met à rigoler, genre vraiment, tu sais, comme si la tension elle descendait d'un seul coup et que les gens étaient genre vraiment bien, genre ça fait du bien, hein. Qu'est-ce que c'était bon, hein. Ah ouais, c'était super et tout. Et la nana, elle est là, tu vois, Oui. elle est là, genre. Au score. Ouais, genre, tu sais, elle sourit pas vraiment, genre vraiment à la base on vient de se faire attaquer, on est supposé se faire poignarder, tuer, enfin voilà, c'est. Et en fait, cette scène est très révélatrice, je pense, de tout ce qu'on vient de se dire là depuis tout à l'heure, où en fait. Nous, on est cette nana-là, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, c'est normal. Ouais. Ils vivent à une époque où on peut se faire tuer à tout moment, on peut se faire trucider, violer, égorger à tout moment. Le danger est partout, en permanence. Ces mecs, ils puent, ils prennent pas de douche tous les jours. Oui, ils n'ont pas les mêmes soins que nous, on a aujourd'hui pour se soigner s'il y a un problème ou quoi. S'il faut amputer quelqu'un, il n'y a pas de truc pour, tu vois, on y va comme ça. On met un bout de bois entre les dents. On n'appelle pas le 15. On l'enveloppe pas. On l'enveloppe pas dans une serviette chaude. Tout ça, c'est normal. Bon, pour les mecs qui se font amputer, évidemment, c'est pas drôle, mais tout ça, c'est normal. Mais c'est normal pour eux à l'époque, parce qu'ils sont nés là-dedans. Et pour cette nana-là qui est projetée dans le passé, pour elle, c'est super choquant. Et en fait, souvent, nous, on se dit, oh, imagine si je vivais à telle époque et tout. Ouais, franchement, je survivrais pas. Hein. Maintenant, ce serait horrible. Si jamais je vivais, ou même aujourd'hui, tu me mets dans la campagne, le coin le plus paumé possible, au fond du Cambodge, et tu me dis de vivre là-bas d'un seul coup. Depuis ma vie, aujourd'hui, de maintenant que j'ai, et tu me jettes là-bas, ça va être super difficile. Ouais. Mais tu sais, pour qui c'est pas super difficile? Le mec qui est né là-bas. Mais pour la personne qui vivait déjà là-bas, en fait. Et donc c'est exactement la même chose pour toutes les époques, à tous les âges, tout ce qu'on dit là, c'est toujours moins difficile pour les gens de cette époque-là de vivre dans l'époque dans laquelle ils vivent que si nous, on nous prend dans notre époque de maintenant et qu'on nous met dans l'époque d'avant et que d'un seul coup, on a ce contraste hyper fort qui fait qu'on peut juste mourir de chagrin. Je tiens quand même à nuancer un tout petit truc, c'est que moi je connais des gens actuellement, même s'ils étaient nés dans le contexte au Moyen-Âge, ils seraient morts. C'est sûr. J'ai aucun doute de ça. Okay. Mais oui, globalement. Il y a une sélection naturelle un peu plus forte, je pense, à l'époque. Mais globalement, globalement, t'as raison, on est le produit de notre environnement. Donc, si on était né à cette époque-là, on aurait vécu à cette époque-là. Donc, une partie de ce qu'on dit en réalité est probablement faux, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il faut probablement plus de courage maintenant pour retourner à l'époque et partir sur les routes de la soie avec sa caravane, machin, et se lancer dans le truc, que d'être à l'époque et de décider de faire ce truc-là en sachant que tu t'exposes à du danger, puisque le danger, c'est de toute façon aussi beaucoup plus normal et courant à l'époque. Et tout ce qui découle de ça, quoi. Mais je pense qu'on a un raisonnement un peu anachronique par rapport à tout ce qu'on dit, qui est un peu déplacé et qui est pas... Je pense que ce qu'on dit est en partie vrai, mais ça représente pas tout à fait le réel, quoi. Parce qu'à chaque fois, on prend juste notre situation de maintenant et on se met à l'époque. Ce qui est pas anachronique, c'est le côté où eux, c'est beaucoup plus courageux de se dire... Bon, bah en fait, je sors de mon petit village au fin fond de la Beauce et je vais habiter au Japon, tu vois. Là, pour eux, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus courageux que si toi, tu déménages au Japon, moi, je déménage à Dubaï et tout. Ça, bon, eux, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus... C'est beaucoup moins fréquent pour eux, en fait. Donc, c'est forcément plus courageux, plus impressionnant. C'est une autre époque, c'est pas mondialisé. Il n'y a pas Blue Origin. Enfin voilà, c'est une autre période de la vie, un peu moins stylée. J'ai une autre question pour toi, une dernière avant qu'on embraye sur nos deux trucs. Si tu pouvais choisir de vivre à une époque, choisir vraiment complètement, ça peut être dans le passé, dans le futur. Si c'est dans le futur, tu peux inventer. Voilà,
au choix. Tu peux choisir de vivre à n'importe quelle époque. Ça peut être avec les Australopithèques, si vraiment c'est ton délire. Au choix. À quelle époque te téléporterais-tu pour y vivre? Pour y vivre, le futur, le problème, c'est que c'est un terrain de jeu, quoi. Tu peux dire tout et n'importe quoi, juste... Donc, à la limite, ce serait 2 jeux différents, quoi. Faudrait d'abord dire dans le futur et puis dans le passé. C'est quand même 2 trucs. Parce que moi, dans le futur, je te dirais bien, écoute, dans mon futur à moi, le Japon recommence à faire masse d'enfants, de bébés. Il y a une population jeune, dynamique, tout va super bien. On est dans 100 ans, dans le futur, dans 100 ans, et c'est bien dans 100 ans. Et puis toutes les smart cities, là, The Line, oui, on mélange. les trucs comme ça. Tu vois où je veux en venir? Tu les fais au Japon, dans 100 ans, avec des technologies de dans 100 ans, avec un Japon qui se porte bien, pas juste une population vieillissante, etc. Et tu conserves l'esprit du Japon d'aujourd'hui, dans 100 ans, et tu mets The Line là-bas et tout, des trucs comme ça. Voilà où j'ai envie de vivre dans le futur. Moi, ce serait ça. Mais sinon, dans le passé, je suis pas sûr, parce qu'il y a des période qui m'intéresse énormément, mais elle m'intéresse intellectuellement. J'ai pas dit que je voulais y vivre, tu vois, genre l'Égypte antique. Je suis pas sûr de tu peux remonter beaucoup moins loin aussi. Ouais, ok, mais l'Égypte antique quand même. Non, mais du coup, oui, je peux remonter beaucoup moins loin. Je sais pas. Toi, tu peux répondre déjà en premier à la question. Peut-être ça va m'inspirer. Je t'aurais bien dit le temps des grandes découvertes. Peut-être tu me mets sur un bateau, je sais pas. Parce que on va pas se mentir. Nous, on a perdu ce truc-là aujourd'hui et il l'avait à l'époque. Et je trouve ça incroyable. C'est le côté littéralement explorateur, découverte et tout. C'est vraiment, vraiment fou. Pour le coup, le niveau de danger est là aussi bien supérieur à l'ancienne boutique en dropshipping. Mais sur le principe, l'idée quand même de dire on va sur de nouvelles terres, on découvre de nouveaux continents. Peut-être c'est habité, peut-être pas. Puis si c'est habité, par qui ou par quoi? Enfin, tu vois, c'est incroyable. Là, pour le coup, l'adrénaline est vraiment, vraiment folle de la vraie découverte. Et ça, c'est le temps des gens qui vivaient notamment en Occident à l'époque et qui découvraient l'Amérique, etc. Je sais que c'était déjà habité, etc. C'était pas pour rentrer dans le débat, évidemment. Mais voilà, ça marche dans les deux sens, de toute façon. Mais découvrir des terres, des îles, des dans trucs comme une ça, moindre mesure, et dans une moindre mesure, parce je pense qu'il y a moins d'explorateurs, quoique j'ai pas regardé les statistiques sur le nombre d'explorateurs au XIIIe siècle, mais ceux qui vont découvrir Mars, ceux qui vont découvrir d'autres planètes et tout, ont exactement, peut-être même encore plus, cette sensation, tu vois, ils ont une sensation de malade, ils sont en train d'étendre la zone vivable, quoi. C'était notamment l'un des points de Jeff Bezos qui était très intéressant dans l'interview. Il a comparé ça, alors il n'a pas fait cette comparaison, mais moi je vais la faire. C'est l'équivalent de dire en fait, la réduction des coûts, c'est la vraie innovation. Et c'est quand tu as tous les systèmes en place, les infrastructures en place et les trucs en place que tu as d'un seul coup toute l'innovation et que tu fais tomber des barrières et que ça permet plein de choses. Et c'est ce qui s'est passé avec plein de systèmes aujourd'hui qu'on a, la logistique. C'est pour ça qu'il disait par exemple que quand il a construit Amazon, il n'a pas construit des camions qu'il a utilisés pour livrer, il n'a pas construit le système bancaire sur lequel il s'est reposé, donc il était littéralement sur les épaules des géants d'hier, tu vois. Et donc pour lui, la conquête spatiale, c'est le géant à construire pour demain pour qu'on puisse rentrer dans une nouvelle époque de grandes découvertes, tu vois, comme au XVIe siècle, et c'est vraiment la même chose. Les nouveaux explorateurs et les nouveaux pionniers qui pourront découvrir. Effectivement, il y a ce côté, les infrastructures de demain spatiales, ça permettrait peut-être, si on a assez d'imagination, d'avoir des explorateurs de l'espace. Cette expression elle est géniale, elle est géniale. Parce qu'on dirait qu'on se fout de leur gueule, des explorateurs. Ouais, mais justement, t'imagines, c'est hyper galvanisant, quoi. T'es un explorateur de l'espace, il peut t'arriver n'importe quoi, et il y a un peu plus de possibilités que quand tu montais sur ton 3-mâts avec 2 types bourrés et 3 mecs qui ont la malaria pour voir ce que tu allais trouver de l'autre côté, tu vois. C'est très galvanisant aussi, ça j'en doute pas. Mais il y a plus de possibilités. Je sais pas, psychologiquement pour les mecs à l'époque, je sais pas si c'était beaucoup moins galvanisant que ça l'est pour quelqu'un aujourd'hui qui partirait à la conquête de l'espace. Je me dis que le niveau de dopamine est le même, je pense, dans le cerveau du mec. Peut-être pour le niveau de dopamine, mais le niveau de conscience de ce que tu es en train de faire, aujourd'hui on est beaucoup plus éveillé sur la taille, notamment la taille de l'univers, quoi. C'est-à-dire que quand tu es sur la Terre, globalement, tu peux pas te projeter à te dire qu'en fait c'est tellement grand que jamais personne ne saura à quel point c'est grand. Sur la Terre, tu te dis je vais aller de l'autre côté puis on verra. Quand tu vas tout droit dans l'espace, voilà, c'est mon mot. Il peut pas se passer. Enfin voilà, Non mais oui, mais je vois quand même bien sûr ce que tu veux dire. Ça reste des aventuriers fous. Laisse-moi te dire quand même avant qu'on passe à nos 2 sections, les 2 sections pour terminer ce podcast, que ça a été vraiment un grand plaisir cet épisode. Je trouve qu'on a parlé de choses qui étaient super enthousiasmantes.
Et moi, j'adore les sujets qu'on aborde là. Je pense que ça m'intéresse profondément, même plus que de la politique, tu Ouais. vois, de base. Donc, j'étais super content qu'on voyage comme ça dans le temps et qu'on fasse des parallèles avec l'entrepreneuriat et tout. C'était trop cool. J'espère que ça vous plaît, ça aussi. Et si jamais vous pouvez nous faire des petits feedbacks dans les commentaires de cette vidéo, ce serait un grand plaisir de voir si ce genre de direction, quand on parle comme ça de tout et de rien, mais on est quand même toujours un podcast business. Ouais. Je veux dire, on n'a pas arrêté de parler de business en parlant soit des grandes découvertes, soit de l'espace, soit des routes de la soie, soit de plein d'autres trucs. Mais moi, j'ai trouvé ça super bien. J'espère que ça vous plaît aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir. Moi en tout cas. aussi, carrément. Et ça me fait penser à un truc. Souvent, quand j'écoute des podcasts qui lancent un sujet et qui ne le terminent pas, ça me frustre. Et là, je t'ai posé une question et tu m'as posé une question. Il faut qu'on y réponde rapidement. Moi, j'y réponds. À quelle époque j'aimerais vivre dans le passé ? Moi, dans le passé, je pense que j'aimerais bien vivre juste après un immense événement. Ok ? Et si je devais choisir, je pense que je choisirais juste après la Révolution française. Parce que c'est le moment où, si tu veux du confort et tout, c'est possible, tu vois. Il n'y a pas que des gueux et des mecs malades. Et en même temps, tout est à construire, tu vois. Tout est à construire, il y a des problèmes politiques, des tensions avec les gens, il y a l'ancienne royauté, il y a les anciens bourgeois, et en même temps, il faut les conserver, parce que c'est eux qui savent. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... Tu vois, c'est le moment de monter un parti politique, quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut placer ses pions. Moi, j'adorerais vivre à cette époque-là, je pense. Et dans le futur, à peu près comme toi. Une ville qui mêle Asie et hyper-modernisme. Une ville cyberpunk, mais utopique. Moi, c'est ça. Une ville cyberpunk utopique dans le futur. Ok. Moi, je vais être décevant, mais je pense que je vais rester au Japon. Tu vas rester au Japon dans le passé ? Ouais, j'irais bien à l'époque d'Edo et tout. Tu disais qu'on n'était pas obligé de remonter forcément très loin, tu vois. Donc, en fait, tout ce qui me plaît dans les petites rues traditionnelles de Kyoto, j'ai envie de retrouver ça juste à échelle d'un pays, en fait, et de me dire que ça, c'est l'identité culturelle, c'est l'ADN du pays, des gens et de l'endroit où je vis. Si je devais choisir vraiment la rencontre entre peut-être les gens, peut-être la gastronomie, peut-être l'époque, l'architecture en l'occurrence, petite machiya, les geishas, l'art, les arts martiaux aussi, un fond de tout ça à la fois. Enfin, en fait, probablement que en vrai, mon âme reste au Japon, même dans le passé. Je pense que j'irai effectivement à l'époque d'Edo, au Japon. J'ai hésité avec la Chine, hein, par curiosité. Je suis juste pas sûr pour la Chine. Je suis pas sûr du tout. Je pense que c'est très traumatisant. Le communisme. Déjà qu'encore aujourd'hui, ça crache partout. Alors je me dis, oh là là. Attends. Non, mais pas communiste, je sais, loin. Déjà avant même. Oui, je plaisante. Je sais pas. Ouais, voilà. Après, j'ai aussi cité les grandes découvertes sur le principe. Peut-être que ça aurait été sympa d'être quelque part en France ou en Espagne dans les années 1500 et d'avoir la télé pour suivre les grandes découvertes et qui nous partagent un peu sur des lives Instagram. Du coup, quand ils tombent sur des indigènes, Ils font des reportages. C'était incroyable. Non mais attends. J'ai une idée incroyable là. Imagine les différentes époques de l'histoire de l'humanité avec les outils d'aujourd'hui. Les lives Instagram, TikTok, tout ça, à l'époque. Ah ouais, oh là là. Ah, moi j'ai imaginé des trucs très sombres de direct. Ah non, moi j'imaginais des trucs cool. Non mais là, attends, regarde, quand je t'ai parlé des grandes découvertes, c'est pas mal. Imagine que les mecs, c'est en live. Ils ont des comptes Instagram. Le gars qui part en pagode, il a un compte Instagram. Les mecs sur la route de la soie, ils ont des comptes Instagram. Ils ont des comptes Instagram. Ah, c'est incroyable, les influenceurs. Il y a un mec qui peut faire des vlogs, je sais pas, en traversant la route de la soie ou genre sur son bateau, à chaque fois qu'il a de la co, il fait un vlog, quoi. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Putain, ouais, c'est dingue. Après, on dit ça, mais après, c'est ça, Instagram, YouTube, tu fais des vidéos YouTube. Là, on a un biais. Là, on a un énorme biais. Il se dirait exactement la même chose. Il se dirait exactement la même chose et que ce serait incroyable. On aurait genre des espèces de structures métalliques qui avancent toutes seules quand on appuie sur des boutons. Ça s'appelle une voiture et il se dirait on ferait des vidéos de voiture, tu vois. Enfin, je pense qu'en fait, à toute époque, c'est ouf pour une autre époque. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est dommage qu'il y a quand même, on va pas se mentir, il n'y a pas assez de traces des époques. Ah bah non, oui, ça manque. Ça reste, après, c'est cool parce que ça fait une partie du mystère et tout, tu vois, sur le principe, comme ça laisse un terrain de jeu pour notre imagination. Mais avoir plus de témoignages de l'époque, avoir carrément des lives Instagram, des comptes Instagram, des vidéos YouTube, des trucs, des stories de l'époque et tout, enfin, je veux dire. Ouais, ça manque. J'allais dire allô, mais non, je ne veux pas le dire. Hein ? Voilà quoi. Voilà.
Non mais voilà quoi. Exactement. Mais oui, je vois très bien. Non, mais il y a un paquet d'époques. Il y a vraiment une différence après entre les époques qui t'intéressent, où tu vas apprendre et tout, et le fait que tu as envie de vivre. C'est très différent. Ouais, absolument. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai eu du mal à choisir exactement quand est-ce que je voudrais vivre dans le passé. Je sais pas trop, tu vois. Je pense que j'ai envie de vivre spécialement à l'époque de l'Empire romain. L'Empire romain. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bah, je sais pas. Puis où dans l'Empire romain? Ah non, mais pardon. Enfin, oui. Moi, je vais à Rome ou à Athènes. On va là où ça. Parce que l'Empire romain, moi, je pense que, à mon avis, là, mon avis à chaud, c'est que l'Empire romain, c'est quand même assez bidon rétrospectivement. Pour une grande partie de l'Empire, t'as même pas l'impression d'être dans. Enfin, tu vois, à part des gens vite fait qui organisent 2-3 trucs, qui payent quelques taxes et tout, mais c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec. Oui. Tu vois. En fait, les trucs, c'était tellement grand que je me dis, en vrai. Il y avait quand même une grande partie de ce qu'on appelle un empire qui était largement incontrôlé. Oui, il se passait que dalle. Mais en permanent, dans tout. Quand tu dis l'empire mongol, tu vois, ça me fait rire, toi. Oui. Et tu vois, tu regardes sur une carte, tu te dis, mais oui, bien sûr, ils ont tout bien contrôlé, ils ont fait un empire comme ça et tout. Je sais pas comment on délimite. Enfin, de voir quelque chose qui délimite le fait qu'on se dise l'empire, c'est ça exactement la superficie. Et c'est quoi? C'était parce que jusque-là, il y avait des gens qui étaient restés sur place, sûrement, il y avait une taxe ou deux, il y avait des trucs comme ça. Ouais, les taxes, je suis même pas sûr partout, mais ouais, il y avait des gens qui étaient restés là, quoi. On a pris le pays et du coup, il est à nous, et puis voilà. Même si. T'as vu, t'imagines l'empire mongol? Ouais, bah oui. Tu te dis, oui, bien sûr, on est le plus grand empire de. Ouais, enfin. Oui. Oui, je vois très bien. Oui, je vois très bien. C'est une autre période. Je comprends pas comment ils font en Chine ou en Inde, là, aujourd'hui, 1,5 milliard. Là, il y a des murs et des mecs avec des calaches, quand même. C'est un peu plus. Mais il y a un vrai challenge, là, déjà. Donc, c'est pour ça que je dis, imagine l'empire mongol. Ça n'a pas de sens. Mais oui, déjà, la Chine. Gengis Khan, il est bien mignon, mais bon, il a pas accompli grand chose, hein. Il va pas nous faire croire que, qu'il maîtrisait tout ça. Non, mais on surestime. Oui, évidemment, on surestime tous. Tu dis Gengis Khan ou moi je dis Gengis. Tu le fais. Ah ouais, t'es ce genre de personne. Okay, très bien. Tu dis Studio Ghibli ou Ghibli? Studio Ghibli. Tu dis pas. Je pensais que t'allais dire je dis pas. Je dis pas. Je dis studio. Non, faut dire Ghibli normalement, mais bon. Il faut dire Gengis. Ghibli. Il faut dire Gengis et Ghibli. Non, mais moi je dis Ghibli du coup. Ah, justement, okay. Moi je fais simple, je francise tout. Moi Gengis Khan c'est très bien, Ghibli. Ok, parce que moi je fais l'inverse. Moi je dis Gengis et Ghibli par contre. Il n'y a pas aucune cohérence. Cette conversation mélange les studios Ghibli et Gengis Khan. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, le podcast entre deux. Exactement. Si on prend l'entre-deux de Gengis Khan et du studio Ghibli, ça nous laisse un paquet de sujets possibles. Alors, en tout cas, c'est un podcast de bon augure pour la suite parce que ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Je sens qu'on... Enfin là, ce podcast aurait pu durer 3 heures déjà. Il va vraiment falloir le terminer, cela dit. Il faut qu'on passe à ces deux sujets. Il nous reste quelques instants pour le faire. Et ça montre qu'on peut parler autre chose que c'est quoi ta routine de productivité du matin. Carrément. Et ça me fait très plaisir. Alors là, j'ai zéro routine de productivité du matin, les gars. Je suis en stress. Je vais déménager et dépenser 35 000 balles pour la première fois de ma vie. Donc, tu fais toujours du sport et tout? Tu t'entretiens en ce moment, tu fais toujours tes petites routines? Zéro là. Il se passe rien là. Tu bois 2 litres d'eau par jour? Je bois beaucoup d'eau. Je bois toujours beaucoup d'eau. Ça s'arrête pas. Mais sinon, non, je mange toujours très bien. Par contre. Pas du tout quand j'étais au ski, hein. Mais en même temps j'étais en vacances, donc bon, je suis excusé. Mais sinon non, je mange très bien, je pèse ce que je mange, je calcule ce que je mange. Oui, on peut parler de, enfin on peut chier sur Gengis Khan et 5 minutes après dire qu'on pèse ce qu'on mange, c'est comme ça. Mais je pèse ce que je mange, je calcule tout, etc. Je fais gaffe. Par contre, il y a pas de sport, il y a pas tout ça. Là, c'est organisation, stress, date, échéance, virement beaucoup trop conséquent. Voilà, c'est ça mon quotidien en ce moment. J'ai eu un flash d'un seul coup, je me suis dit je vais te lancer sur une question et je vais juste voir ta réaction, ta tête, et puis on en répondra au prochain épisode. Est-ce qu'il faut cancel Gengis Khan? Je voulais ne pas réagir, mais c'est pas possible. Mais non, il faut pas le cancel, ce brave homme. On va pas cancel Gengis Khan quand même, vous dites n'importe quoi, monsieur Fichou. Non, et pour ceux qui ne savent pas, parce que vous irez sans doute regarder, mais Gengis Khan est considéré comme tout simplement le plus grand meurtrier de l'histoire de l'humanité, hein, mais qui est en fait la personne qui a pas directement bâti le plus grand empire de l'histoire de l'humanité, mais qui a bâti le début de l'empire et puis ensuite les autres après lui. Mais c'est lui qui a mis on va dire, layout, je sais pas comment dire, layout, les fondations. Oui, il a Aide-moi. Il a établi les fondations, quoi, voilà.
Voilà, et donc considéré à la fois comme le plus grand meurtrier de l'histoire de l'humanité, reste évidemment parce qu'on lui impute aussi toutes les morts qu'il n'a pas mis directement, qu'il n'a pas tué. Enfin, il avait une armée, il y avait des gens, c'est pas lui tout seul, hein, voilà. Et paradoxalement, je crois que c'est aussi à lui qu'on attribue le plus grand nombre d'enfants sur Terre, pour des raisons j'ai vu passer ça. assez évidentes. Mais donc du coup, très étonnamment aussi, on lui attribue le rôle de plus grand écolo du monde. Parce qu'il a tué tellement de gens que son impact est net positif. Et ça, c'est cool. Merci Gengis. Exactement. Donc non, on va pas cancel un écolo quand même. On serait malvenu. Non, mais c'est quand même le plus grand meurtrier de l'histoire de l'humanité. En même temps, la personne qui a diffusé le plus son ADN de l'histoire de l'humanité, c'est vraiment ça qu'on lui prête. Vous regarderez sur Internet, hein, c'est vraiment un truc, voilà, c'est un vrai sujet. Et du coup, au passage, le mec qui a la plus belle empreinte carbone de l'histoire de l'humanité. C'est fou, hein. Voilà. Sur ces belles paroles, on conclut pas du tout le podcast parce qu'il reste 2 sections, mais je te propose de les faire vite. Avec plaisir. Parce que là, dans ma tête, c'était vraiment terminé depuis 15 minutes. Oui, vraiment. Là, on était que tous les deux. Il n'y avait plus personne, de toute façon. Très bien. D'abord, section reco. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Juste allez écouter l'épisode de Jeff Bezos, du podcast de Lex Fridman, où il invite Jeff Bezos. C'est très rare d'avoir Jeff Bezos sur un podcast. Là, on passe 2 heures avec lui. Ça parle de conquête spatiale, d'Amazon, de conseils de productivité aussi, de management, de pas mal de choses. Et c'est un très, très bon entretien. Donc, je vous le recommande vivement. Ouais, moi j'ai une... moi j'ai une reco dont je viens de me rappeler, parce que la majorité de ce que je regarde dans la semaine et dans les mois et dans toute ma vie, c'est des vidéos YouTube. Je suis addict à YouTube, j'essaye de travailler dessus, mais c'est très compliqué. Et il y a une vidéo que je pense qui est censée être du divertissement, mais qui en fait est tellement bien qu'il faut absolument que je la recommande, et je te la recommande. C'est une vidéo de Joyka. Est-ce que tu vois qui est Joyka, Alexis ? Bah juste de nom, je le vois souvent passer dans des titres de vidéos et tout, mais je ne l'ai jamais regardé. C'est une vidéo qui s'appelle 10 abonnés, 1 cube, 50 000 euros. C'est une des seules vidéos YouTube, je pense, que j'ai regardé 2 fois. Tellement elle est vraiment bien. Ça en dit beaucoup sur comment réfléchissent les gens vis-à-vis de l'argent, quelles sont les réactions, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle 10 abonnés, 1 cube, 50 000 euros. Je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment une excellente vidéo et en plus de ça, on se régale. Hein, c'est vraiment très drôle. Donc, allez voir ça et allez voir l'interview de Jeff Bezos dans la foulée. Ça fera 2 choses diamétralement opposées, mais pas tant que ça quand même. On apprend beaucoup sur l'humain et c'est une vidéo que j'ai trouvée très intéressante quand on sait un peu lire les gens, les réactions physiques qu'ils ont, etc. C'est vraiment une très bonne vidéo, je te la recommande. Ok. Tu as une idée de business J'ai pour nous, une idée de business, mon cher Alexis. Alors là, vous allez tous être très déçus. Je sais, je triche un peu, je sais. Enfin voilà, là les gars, je vous le dis, j'ai pas d'idée. Donc, je vais chercher dans un problème que j'ai eu récemment, qui est encore lié à Dubaï. Ceux qui sont allergiques à Dubaï vont s'arracher le peu de cheveux qu'il leur reste après avoir écouté 11 épisodes. Mais bon, là, je vous le dis, j'ai pas d'idée. Et 50 shorts. Oui, et 50 shorts, voire 150 shorts. Là, j'ai pas d'idée, j'ai rien préparé, je suis en train de déménager, je suis fatigué, j'ai dormi 10 heures, j'ai pas mal dormi en vrai. Mais voilà. J'ai dormi 10 heures, mais mal. Ce qui serait vachement bien, allez, je vais faire un petit effort cognitif et je vais l'étendre. Ce qui serait vachement bien, ce serait un système encore un système de transport. La semaine dernière... Ah mais non, c'était moi la semaine dernière. Ah non. Ah si, putain. Mais si, c'était moi la semaine dernière. Mais si. Mais en fait, j'étais... Ah non, mais là... Ah, je suis sauvé. Démerde-toi, c'est pas mon problème. Chacun son tour. Mais t'étais sur le point de balancer une idée. Oui, bon, ok, je balance mon idée. Mais t'en feras deux. T'as pas une idée. Non, mais j'ai une idée. Ce qui serait vachement bien, ce serait une... Mais c'est quand même à toi, tu feras les 2 prochaines. Ce qui serait vachement bien, ce serait en fait une entreprise qui va s'occuper de transporter... exactement comme la semaine dernière pour l'instant, mais attendez, j'y viens. Qui va s'occuper de transporter. C'est vraiment purement lié à moi. Vous allez râler, je le sens, vous allez râler. Enfin, vous allez vous dire que c'est nul, mais c'est une très bonne idée de business en tant que business pur. Une entreprise qui se chargerait en fait de transporter des animaux
Les animaux de compagnie. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas parce que là j'ai que ça sous la main, les gars. Je suis fatigué, je bosse, je fais des promos, voilà, j'ai pas le temps. Allez, vas-y. Donc une entreprise qui se chargerait de transporter des animaux de compagnie, en fait, sur les trajets que les taxis font pas, que les Uber font pas dans tous les pays. Il y a des pays où il y a des Uber Pets exprès pour les animaux de compagnie, mais il y a des pays où c'est pas le cas du tout. Donc, en fait, un système de voitures, tu peux commander, etc. Tout comme Uber, mais pour les animaux dans les pays où Uber Pets n'existe pas. Ok, très bonne idée. Merci. Très bonne idée de business. Merci à tous d'avoir suivi ce 11e épisode. C'était un plaisir. Ok. Non, mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je suis tellement loin Si, c'est une très bonne idée, je te dis. On fait confiance à Louis, qu'est-ce que vous en dites ? Dites-nous en commentaire si on fait confiance à Louis. Oui, ouais. Non, mais je suppose que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un marché, il y a un marché, il y a des gens, c'est relou, voilà, t'es obligé de payer je sais pas combien, ou alors de soudoyer un mec pour qu'il prenne ton chien alors qu'il en a pas envie. C'est relou, voilà. Toutes les bonnes idées de business, non pas toutes, là encore une fois c'est pas vrai, mais beaucoup de bonnes idées de business commencent avec une frustration que vous avez, une frustration perso. Moi j'ai fait mon truc Shopify, enfin j'ai fait ma chaîne Shopify parce que j'ai capté qu'il y avait personne en France qui faisait ça et que moi quand j'avais lancé, ça m'embêtait bien. Donc voilà, ça peut toujours commencer comme ça et encore plus pareil, avec d'autres la business. chaîne WordPress, je l'ai fait en me disant il n'y a pas, donc du coup ça part d'une frustration en mode moi du coup j'ai appris en anglais quoi, mais voilà, et Copylost aussi ça part complètement d'une frustration. Ouais, tout à fait. S'il y avait littéralement déjà un truc du même calibre dans mon esprit en tout cas, je l'aurais juste pas fait, j'aurais fait autre chose quoi. Ouais. Voilà, donc ça part d'une frustration en me disant l'hébergeur parfait il doit être comme ça et donc je fais ça. Tu vois, mais ça part effectivement, comme tu dis, la plupart des idées de business, les bonnes idées de business dans la vie, le premier vrai bon filtre, c'est est-ce que vous avez eu le problème en fait ? Est-ce que vous êtes le premier client de votre truc ? Et est-ce que vous avez ressenti cette frustration et vous aviez besoin d'une solution vous ? Et est-ce que ça vous semble à peu près évident que des centaines, milliers ou centaines de milliers d'autres personnes peuvent ressentir la même frustration que vous ? Ou avoir le même problème, ou chercher la même solution, ou pas la chercher d'ailleurs, mais le jour où ils tombent sur votre truc, ils se disent « Ah, ben en fait, je savais pas que j'avais un problème, mais c'est vrai que ça a l'air vachement mieux que ce que je fais, ou tout ce que j'ai et tout. » Mais ça part de là, quoi. Ok. Bon, bah alors du coup, juste avant de terminer ce podcast, il y a un truc super important qu'on a oublié de dire en début d'épisode, mais qui est vraiment, vraiment très, très important. C'est de nous laisser des évaluations sur les plateformes de podcast. Mais si, on l'a dit vite c'est fait. ce qui nous aide le plus. Non, on a fait les questions. Ah, on n'a pas parlé des avis ? Si, je crois que j'ai dit vite fait laisser un avis. Alors là, là c'est le moment Squeezy où on met la petite truc en noir et blanc. Oui, la monteuse. Ah, c'est Victoria, elle va être dégoûtée. Mais s'il te plaît, Victoria, mets le petit moment où je ne dis pas, ou alors où je dis qu'il faut laisser, qu'il faut laisser des avis. Il faut que vous laissiez un commentaire sur ce podcast. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de laisser une évaluation sur les plateformes de podcast quand même. Donc Spotify. Apple Podcast, non Spotify, Apple Podcast, c'est tout, c'est le plus important pour nous. Et en vrai, si vous le faites, vraiment, ça prend 30 secondes à peine. Sur Spotify, ça prend pas 30 secondes. Sur Spotify, ça prend 10 secondes. Sur Apple Podcast, si vous prenez le temps d'écrire un truc, 25 secondes. C'est très rapide et nous, ça nous aide énormément parce que vraiment, ne serait-ce que 10 avis, ça fait une énorme différence sur le référencement du podcast. Clairement. Et alors que vous êtes largement plus de 10 personnes à pouvoir laisser un avis, à aimer le podcast et tout, on le sait, on le voit par vos retours divers et variés. Ouais. Mais ce qu'on a besoin vraiment, c'est les évaluations sur les plateformes de podcast. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre ce temps-là, 30 secondes, ça nous aiderait énormément et je vous remercie. Ouais, moi aussi je vous remercie. Et je pense à autre chose, on l'a jamais dit, mais ceux qui regardent sur YouTube, que vous êtes déjà abonnés, vous avez déjà liké, vous avez déjà posé une question, si vous voulez nous aider, vous pouvez repartager. Partagez dans votre story, partagez à votre liste email pour ceux qui en ont. Partagez de manière générale le podcast, ça nous aidera vachement, ça fait toujours plaisir. Et on sait que vous êtes plusieurs à jamais avoir laissé d'avis ou jamais avoir partagé, parce que vous nous contactez et vous nous dites que c'est cool. Du coup, puis vous êtes nombreux en fait. Je veux dire, arrêtez de nous le dire à nous. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en branle. On va continuer de toute façon. Donc, dites-le aux autres. Mais c'est quand même très gentil de votre part, évidemment. Non, puis vous êtes évidemment, mais c'est normal ça de toute façon. Mais vous êtes des centaines à écouter et à pas laisser de commentaires, ou laisser de traces de vie. Je ne sais même pas si vous existez vraiment. Il y a rien, il y a aucune trace. Pas même un fossile. Donc faites juste laisser une petite trace pour l'histoire, pour rentrer dans l'histoire, quoi. Que dans l'humanité, quand
quand on étudie un peu l'histoire de l'humanité, à un moment, on regardera ce podcast et on verra une trace de vous qui a laissé un avis sur une plateforme de podcast. On saura que vous aviez regardé ce podcast. Ça permettra de déduire plein de choses intéressantes sur le passé, sur l'humanité et sur l'histoire. Voilà, mais il faut laisser une trace, il ne faut pas rester silencieux comme ça dans votre coin et tout. Laissez une petite évaluation sur les plateformes de podcast. Là-dessus, du coup, sur ce call to action beaucoup trop long, je te propose de terminer le podcast. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Et je te dis Merci à la à semaine toi. prochaine. Et je vous dis à tout le monde à la semaine prochaine. Merci à toi, Alexis. Merci tout le monde. Laissez bien un avis, posez une question. Ciao. Ciao.